tous et ravi de vous retrouver pour un live marathon DeFi. Donc cette semaine, on est avec Romain et Valentin de Paladin.vote et on va parler essentiellement gouvernance, outils de la gouvernance, activisme en DeFi et des choses comme ça. Donc bonjour à tous les deux déjà et merci d'être là. Bonjour. Alors, on va expliquer un peu qui vous êtes, ce que vous faites, ce que c'est Paladin et tout ça. Mais pendant que les gens arrivent, j'en profite un peu pour parler de gouvernance de DeFi France, puisque c'est un peu lié. En tout cas, c'est des thématiques similaires. Et on a quelques nouvelles à ce niveau-là. Comme ça vous laisse le temps d'arriver pépère. Donc, pour ceux qui auraient raté, on a lancé enfin un support pour suivre un peu tout ce qui se passe au niveau de la gouvernance DeFi France, un guidebook. Et il y a une proposition qui est quand même assez importante en cours de vote, qui est en gros ce qu'on appelle en interne la constitution de DeFi France, puisque c'est une proposition qui n'implémente pas d'action concrète, mais qui en fait cadre l'existant, parce que l'existant est extrêmement organique et c'est un peu construit comme ça par des morceaux qui se sont rajoutés progressivement. Et donc voilà, on essaie de réfléchir maintenant à comment on structure ça, et après, plein d'autres choses sont possibles. Donc allez voir si ça vous intéresse, et ouais, participer à la gouvernance. Je vous rappelle que c'est directement sur le Discord, donc c'est un autre format, disons, de ce que vous pouvez avoir dans les protocoles, mais voilà, ça reste une expérimentation de gouvernance décentralisée. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, n'oubliez pas d'aller voter. Parlons donc de Paladin. Mais en fait, je vais faire comme souvent. On va pas parler de Paladin tout de suite. J'aimerais bien plus qu'on parle de gouvernance, en fait, déjà. De qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau des protocoles DeFi avec leurs tokens. Est-ce qu'on peut les emprunter? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et après, les autres mécanismes, vous connaissez bien sur cette chaîne, d'achat ou de délégation de vote, comme on a pu le voir sur Convex et Votium. Parce que ça, bien sûr, c'est en gros le contexte de Paladin, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas si tu veux commencer, peut-être, Romain. Je pense que tu as une bonne perspective à ce niveau-là sur, en gros, pourquoi Ouais, Paladin. pas de souci. De toute façon, c'est hyper pertinent par rapport à ce que tu expliquais sur la gouvernance de DeFi France. En fait, le problème de base qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a trop peu de gens qui participent dans ce système de gouvernance. Et ça représente un problème qui est extrêmement conséquent. Car en réalité, la plus grande innovation de tout ce qu'on est en train de créer aujourd'hui en DeFi, même en crypto en général, c'est basé sur la décentralisation. Quasiment tout le reste, en fait, ce sont des réinventions, des réinterprétations de choses qui existent déjà. Et donc, la chose la plus importante, ce qu'on est en train de créer, c'est la décentralisation. Elle existe en deux parties. La première, c'est la décentralisation technologique. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire aller sur IPFS, décentraliser le plus possible la technologie, faire en sorte que ça soit sur des multisigs, etc. Et la deuxième partie, en fait, elle est sur ce qu'on appelle le consensus social. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, un protocole, si tu mets une version en ligne en un coup, il ne tiendra pas le test du temps. Chaque chose doit évoluer. Parfois, il y a des bugs, parfois les tendances évoluent, et donc il faut modifier les paramètres, il faut mettre des mises à jour. Et le problème, c'est que si tu n'as pas de consensus social décentralisé, ce qu'on appelle la gouvernance décentralisée, ou la DGOV, eh bien en fait, tu as un gros problème, c'est qu'en fait, c'est l'équipe qui déploie, qui en général a les clés, qui décide, ou le multisig, qui va décider de quelles sont les mises à jour. Et donc en fait, à un certain degré, tu n'es pas décentralisé. Parce que si un jour, il y a un régulateur, ou il y a quelqu'un qui vient et qui intimide la personne qui est à ces clés-là, eh bien en fait, tu n'es pas décentralisé, puisqu'en fait, c'est ce point, ce goulet d'étranglement qui va choisir ou non si il va y avoir une mise à jour ou si on va pouvoir littéralement couper les vannes. C'est la En fait, fameuse l'importance. branch attack pour ceux qui suivent. Ah, non, exactement. Et donc, en fait, le gros problème de la gouvernance décentralisée, c'est que la gouvernance décentralisée est nécessaire pour avoir une interprétation fonctionnelle de la décentralisation. Donc, ça, c'est l'importance. Et nous, on s'est basé de ce postulat, et on s'est rendu compte que le plus grand problème aujourd'hui, c'était qu'en fait, la plupart d'entre nous ne participaient pas. Tu regardes sur les plus gros protocoles, donc ceux qu'on a commencé à onboarder, par exemple, tu as en général, en moyenne, 5% de participation. C'est très peu. C'est très peu déjà par rapport au système de gouvernance normaux. Dans les démocraties, on est à 60-70% en moyenne, parfois on descend à 55%. Et ensuite, dans les entreprises, on est entre 30 et 65% dans les entreprises cotées en bourse. Ouais, d'accord. Donc on est vraiment plus bas. C'est parce qu'en fait, on a ouvert une plus grosse partie du droit de vote à ce qu'on appelle le retail, entre guillemets. Le problème avec ça, c'est que en fait, les équipes et les fonds, ils ont chacun entre 10 et 20%
Donc en général, tu as entre 20 et 40% de tous les droits de vote qui est possédé par des fonds et par les équipes de base. Donc si tu n'as que 5% des gens qui participent, en réalité, les fonds et les équipes contrôlent réellement ou derrière ce qui se passe en gouvernance. Alors là, Et je vais faire une donc, petite pause juste parce que c'est un point super important, je trouve, Romain, et c'est cool que tu soulignes ça, parce que ça rejoint aussi l'objet de... vous avez vu passer peut-être récemment les trésoreries des DAO. Il y a toute une discussion là-dessus parce qu'elles sont à 95%, en tout cas pour les protocoles de première génération type UNI, dans leur token à eux. Et alors, pour l'instant, ça en parle plus en mode ah, c'est pas fou, ça serait mieux qu'il y ait un peu de stablecoin, Bitcoin, Ether, qu'importe, pour que la trésor soit plus résiliente. Mais là, Romain, tu soulignes aussi un autre point, qui est en fait, ces tokens là concrètement, soit ils font rien, soit ils sont délégués à des Students Blockchain Association. Voilà, on connaît tous la blague. Donc en fait, des systèmes type Paladin ou autres, ça permettrait aussi potentiellement, en tout cas si les DAO se foutent pas de votre gueule en termes de décentralisation, bah, de dire hey, les gars, on est nous assis sur 30% du token qui vont invest sur les 4 prochaines années, je sais pas quoi, qu'importe, blabla, quel que soit leur mécanisme, de dire on va le déléguer à la communauté d'une manière ou d'une autre, vous participez dans le forum de gouvernance, vous gagnez de notre puissance de vote à nous qu'on vous délègue automatiquement via un mécanisme Trustcred, qu'importe. On parlera sans doute de choses comme ça, mais ça c'est à avoir en tête du coup que en fait ça peut potentiellement être un service super utile, un peu comme Gnosis Safe j'ai envie de dire, qui sera peut-être plus utile pour les DAO et les autres protocoles que pour vous, voire utile pour les deux, hein, parce que pour un particulier qui veut être secure, c'est bien d'avoir un Gnosis Safe aussi. non mais on est, il faut pas l'oublier en fait, on le dit au début et on aime bien le dire en crypto, on dit we are early, oui on arrive tôt, etc. La crypto, la finance décentralisée, ça a 3 ans, les DAO, ça a même pas 2 ans. On est sur des secteurs qui sont très récents. La première, c'était 2016 et c'était un échec énorme. Ensuite, il y a eu Aragon en 2016-2017, je crois que c'est 2017-2018. Ils ont commencé à être fonctionnels en 2018-2019. Et Aragon, c'était pas incroyable non plus. Ça commence à être très bien. Mhm. Ça a vraiment commencé à fonctionner quand on a eu Governor Alpha de Compound et quand on a eu Snapshot. C'est Ça, vrai c'est que... les vrais premiers usages. Donc, on est vraiment, en fait, dans le tout premier pas, on est en train de comprendre plein de choses sur les DAO. Alors, moi, je suis désolé, j'ai une formation un petit peu juridique derrière, donc parfois, je reviens un peu là-dessus. Ah, mais On c'est est top au tellement contraire. tôt dans les DAO qu'en fait, il n'y a même pas de définition juridique. Aujourd'hui, en fait, une DAO, ça peut être une association, ça peut être une société qui est formée, une société de fait, ça peut être une SOP, société en participation, ça peut être plein de choses. Et en fait, il y a plein de débats sur quelle va être l'entité juridique de ta DAO. Mais la DAO, c'est une organisation. Donc, il y a une entité juridique derrière. La question, c'est où est-ce qu'elle va être incorporée et sous quelle forme. Et en fait, on est tellement tôt qu'on commence à peine à se poser ces questions-là. Hmm. Donc, on a des trésoreries qui sont pas du tout efficaces, on a des problèmes de participation, on a même des problèmes juridiques sur les questions de DAO. Tout ça, c'est des problèmes que nous, on se pose. On n'a pas la prétention de vouloir les résoudre chez Paladin. Nous, on se concentre vraiment sur la participation et sur la qualité de la participation des contributeurs. Et c'est un petit peu l'ensemble des solutions qu'on va vouloir sortir. Ouais, c'est ça. À haut niveau, je le décris un peu comme une nouvelle primitive de gouvernance, et je pense que c'est pas mal comme manière de le présenter. C'est-à-dire que c'est en gros assez agnostique de ce qui va être en entrée ou en sortie. C'est vraiment plus un mécanisme pour ouvrir des portes en termes de gouvernance, quoi. Et après, avoir, en fonction des projets, ça peut donner des choses différentes à partir du même principe. Alors, c'est vrai que Chalice, je vous ai pas trop introduit, mais et puis Valentin, il nous regarde pour l'instant, donc on va essayer d'équilibrer un peu tout ça. Donc déjà, juste, peut-être pour les spectateurs qui vous connaissent pas, donc moi je suis très content de vous avoir tous les deux ce soir, parce que c'est rare en fait que ça arrive comme ça, puisque c'est un peu la Dream Team, dans le sens où Romain, vous l'aurez compris, il est plus formation légale, et il est plus sur le côté business de Paladin, on va le dire comme ça, en très schématique, et tu pourras détailler après. De l'autre côté, Valentin, qui lui est à droite, il est techos, quoi. Il est en train de bosser sur les contrats et il a une perspective beaucoup plus pragmatique, fonctionnelle, j'ai envie de dire. Et donc, c'est vraiment top parce qu'en gros, à gauche, vous avez la vision de haut niveau, à droite, vous avez la vision d'implémentation et on va pouvoir creuser tout le protocole un peu en essayant de faire du ping-et-pong entre les deux perspectives. Du coup, là, on parlait du pourquoi. Alors, Romain a pas mal explicité, mais peut-être tu veux rajouter déjà des trucs dessus, Valentin. Moi, je suis plus sur enfin, ce qu'on voudrait voir en termes de gouvernance et dans les DAO par rapport à ce qui arrive aujourd'hui. Enfin, pour moi, la gouvernance en ce moment, c'est très basique. On a quelqu'un qui va arriver sur le forum, qui va discuter rapidement de l'idée qu'il a. Il y aura une petite discussion qui sera très fermée et la même chose, alors qu'on se veut décentraliser. C'est très dur d'y participer, d'avoir toutes les connaissances. Et par la suite, c'est juste
du mendiage de délégations, de votes, etc. Souvent, c'est les core teams ou les investisseurs qui vont être obligés de le faire. Et à la fin, on a la proposal, on a très peu de participation, comme Romain nous l'expliquait. Et on est très loin, et on est vraiment comme des enfants par rapport à ce qui peut se passer dans la finance traditionnelle, où quand tu as quelque chose à faire, un peu d'activisme à faire, un peu de décision à faire au sein d'une grande entreprise, tu as toute une préparation à faire en avance. Tu as un budget ou un war chest à préparer, tu dois jauger tout ce qui pourrait arriver, tous les potentiels adversaires, enfin, quel pouvoir de vote ils ont, etc. On l'a vu plusieurs fois en ce moment dans les gouvernances. Par exemple, je crois que c'était Barnbridge qui voulait se faire lister sur AV et qui se sont fait arrêter parce que l'un des investisseurs de leur concurrent direct a juste dit bah non. Et ça, en fait, si les gens commencent à plus se préparer à l'avance pour leur proposal, à plus tâter le terrain, et nous, on amène Paladin comme un outil aussi de aidez-vous, préparez-vous, emmagasiner du pouvoir de vote, ou alors regardez ceux qui vont utiliser Paladin pour le faire et tout ce qui pourrait arriver. On va avoir des jeux de gouvernance et des votes qui vont être un peu plus animés que ce qu'on peut avoir en ce moment. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu soulignes. Au fond, c'est un peu. Moi, dans ma tête, je le décris comme ça, c'est qu'on passe de la gouvernance à l'activisme, dans le sens où la gouvernance, comme son nom l'indique, c'est un peu le bordel, chacun tente son truc, met une petite proposale et essaie de voir si ça passe ou pas, on sait pas trop, blablabla. Et pour moi, j'ai envie de dire l'activisme, alors peut-être que je me trompe et que c'est juste dans ma tête la différence, hein, mais l'activisme, ça me semble plus professionnalisé, plus structuré, plus, on a un projet qui est de faire tel changement sur le protocole, comment on le met en place, en faisant une proposale avec le soutien de telle personne, en en parlant avec tel gars, donc toute une vraie démarche, et pas juste, pouf, on met un truc sur le forum et on voit ce qui se passe, quoi. Exactement, et ça permet à beaucoup d'acteurs qui sont extérieurs à la core team en fait d'entrer, parce qu'en ce moment tu vas voir la plupart des proposals, c'est soit des gens qui suivent le projet depuis très tôt parce qu'ils ont une compréhension totale de tout ce qui peut se passer autour, ou alors c'est juste des membres de la core team qui vont préparer ça directement et le sortir en tant que proposal, juste histoire de dire on est centralisé, on vous permet de voter, etc. Et là où quand on va pouvoir se tourner doucement vers de l'activisme, oui, tu vas avoir tout un ensemble de personnes qui vont pouvoir travailler ensemble pour monter une gouvernance, enfin une proposal, etc. Comme on a pu le voir avec Fiche.vote qui a fait ça pour Uniswap, où c'est tout plein de petits acteurs qui vont juste se regrouper ensemble pour créer une proposal, pour avoir le pouvoir de la délégation au sein d'un même contrat et de pouvoir pousser ce qu'ils voulaient et de réduire la barrière d'entrée au sein de la gouvernance Uniswap. C'était une expérimentation hyper intéressante. Ça n'a pas été totalement efficace parce que je crois qu'il y a quand même dû avoir des membres, soit des investisseurs ou de la core team, je sais plus, mais quelqu'un qui leur a donné un petit coup de pouce sur la fin pour pousser la proposal au-dessus du threshold, qui permet donc de la créer. Mais c'est hyper intéressant de voir les premiers tâtonnements, et nous, on espère pouvoir aussi amener des choses qui vont permettre aux gens de tâtonner leur activisme en DeFi. Surtout là où on se dit qu'on veut avoir des communs, on va avoir de plus en plus, et que ce soit la communauté qui a un contrôle sur tout ce qu'on construit. C'est hyper important qu'ils aient les outils pour pouvoir le faire, en fait. Ouais, top. Alors, je panique un peu parce que je viens de réaliser que j'ai pas disclose ça, donc on va le faire maintenant. Vous le savez peut-être, moi je ne fais pas beaucoup d'investissements. Il y en a très très peu. Mais Paladin en fait partie, donc par transparence, je dois vous le dire. Et comme ça c'est fait, ça n'influence pas dans la discussion de ce soir, ni dans la présence de Romain et Valentin ce soir. Et justement, en fait, pour revenir un peu à ça, donc là on a parlé pas mal de la vision assez haut niveau, mais je pense qu'il y a déjà un premier truc à comprendre sur Paladin, qu'on peut le prendre un peu des deux côtés, j'ai envie de dire. C'est concrètement comment ça se passe quand j'emprunte de la puissance de vote sur Paladin, ou alors dans l'autre sens, avant Paladin, comment ça se passe pour emprunter de la puissance de vote. Parce qu'il y a vraiment donc le mécanisme de délégation là, qui est important à cerner, je pense, pour comprendre concrètement quel type d'exposition il y a pour les utilisateurs de Paladin qui donc délèguent leur token, qui n'est pas une exposition où ils prêtent leur token à quelqu'un, il faut être clair là-dessus et on va le détailler. Et du coup, en quoi comprendre un peu en quoi vous avez redistribué le jeu de compromis, j'ai envie de dire, par rapport à un système type... je sais même plus si c'est le cas, mais mettons, si je pouvais emprunter Maker sur AV pour après aller voter avec mes Makers. C'est ça. Ça, pour l'instant, c'est ce système de prêt qu'il y avait avant Paladin. Et en gros, nous, on repose, oui, sur toute la logique de délégation, donc qui est présente dans
dans vos tokens préférés, donc à savoir Uni, Comp, AV, les plus gros, les tokens avec la plus grosse communauté, la plus grosse gouvernance. Et à quoi ça sert? Ça va juste permettre à un utilisateur de dire tout ce qui est dans mon wallet en termes de token Uni, le pouvoir de vote sera redirigé vers une autre adresse. Donc les tokens vont rester dans votre wallet, il n'y a aucun souci sur ça, mais ce sera quelqu'un d'autre qui pourra prendre les décisions et avoir le pouvoir de vote à votre place. C'est ça. Donc ça, c'est ce qui est déjà fait actuellement, c'est tout ce qui est les delegates qu'on peut voir. Il y en a beaucoup Ah, sur Compound par exemple. ouais, avec donc 4 tokens au total, c'est vrai qu'on n'a pas. Enfin, 3 techniquement, mais 2 versions d'un. Donc il y a AV, Comp, Uni et le Stake AV. Et C'est donc, ça. petite note sympa, ça veut aussi dire que du coup, les utilisateurs Paladin Stake AV arrivent à accumuler 2 niveaux de rendement, du coup, puisqu'ils ont concrètement le rendement Stake AV en AV qui correspond à au risque qu'ils prennent pour assurer le protocole, et aussi le rendement qui correspond à ce que les emprunteurs sur Paladin payent pour mobiliser de la puissance de vote AV. C'est ça. Et le petit effet qui se coule en plus, c'est que la pool Paladin va s'occuper de claim pour vous ce que le stake AV va générer en termes de Ah, rendement et de le redéposer. oh, Et donc toujours augmenter votre ça je savais montant de pas. stake AV en continu. Ça c'est chouette, ouais, ok. Mhm. Ouais, j'ai fait l'erreur de débutant de poser du AV direct, parce qu'à l'époque, je sais plus, je crois que c'était le jour du lancement, je voulais y être, il y avait des gros gars, et j'avais pas la foi de me mettre dans Stack AV. Mais... voilà. Non, mais en fait, c'est la pool Stake AV, c'est un peu notre pool phare, parce que c'est la première qui fait de l'auto-compound. Et en fait, ce qui devient intéressant, c'est que nous, quand on a voulu construire Paladin Landing, on voulait répondre à un problème. En gros, on a voulu créer un marché qui répondait à 2 problèmes de 2 côtés. De un, c'était celui des gens qui ne votaient pas du tout et qui en fait perdaient de la valeur, parce qu'en fait, ils n'utilisaient pas toutes les fonctions de leur token. Et de l'autre, c'est des gens qui étaient clairement à la recherche de droit de vote. Donc en fait, comme on a vu avec l'exemple de Barbridge, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres, des gens qui n'arrivent même pas à atteindre le quorum pour leur proposition, ou qui disent j'ai une idée. Et je sais qu'il y a des gens qui font pas mal de gouvernance dans la communauté française, et qui ont eu des idées, qui les ont poussées dans les forums, et on leur a dit écoute mon coco, t'es gentil, mais t'es pas assez grand pour faire tout ça. Alors que très personnellement, je suis assez convaincu que les idées étaient bonnes. Et on en parlait avec d'autres grosses personnes de l'écosystème, ils font bah oui, c'était bon. On fait mais pourquoi vous n'avez pas participé? Bah je l'ai pas vu. Donc en fait, il y a un problème de visibilité en plus de tout ce dont on a parlé. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'en répondant en fait à ce double problème de marché et en offrant des fonctionnalités sur par exemple des actifs qui sont à plusieurs profondeurs, donc par exemple le stake AV, donc qui touche le yield du stake AV plus le yield de Paladin, en fait on est presque quasiment une stratégie passive d'investissement, au sens où c'est du C'est set and ça. forget, tu prends tes actifs et tu les poses et t'attends. Et en fait, nous, notre idée, c'est qu'aujourd'hui, notamment avec la première version de ce qu'on a fait, on vise des gens qui ne délèguent pas, qui ne votent pas, mais qui croient en l'actif et qui veulent le garder sur le long terme. Donc en fait, à la place qu'ils fassent rien sur ton wallet, et ben en fait, tu peux le mettre sur Paladin et tu auras le yield en plus. Aujourd'hui, ils sont pas énormes, ils ont vocation à énormément grossir, ces yields, on va pas se le cacher. Bon, on la voit ce que ça donne côté Votium convexe à ce niveau-là, qu'une fois Ah que le oui, fit est trouvé en termes d'achat de vote, ça peut grandir très très vite. ah oui, c'est impressionnant. Tu as une référence qui est hyper intéressante là-dessus. C'est en fait ce qu'on est en train de voir avec ces tokens-là, c'est qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont apparaître des tokens Ouais. dérivés où en fait tu auras l'utilité plus la gouvernance par-dessus. Donc aujourd'hui, on n'a pas tant que ça. Hein. Tu as StakeAV, tu as XSushi, tu as des jetons LP comme ce que nos amis de Unslash font. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a vocation à en avoir beaucoup plus. Et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher et donner une seconde vie à ces actifs. L'exemple que j'ai donné, c'est pas sur un actif multiple, mais c'est sur Uni. Uni simple, aujourd'hui, il n'y a aucun rendement dessus. Le seul endroit où on peut trouver un rendement, c'est les jeux. C'est sur Pool Together. en étant LP. C'est en étant LP. Mais en fait, si tu vas sur la pool Yearn, qui a quand même 2,5 millions de dollars de TVL, elle est à 0%. Ouais. Ils perdent de l'argent avec les frais d'Yearn annuels. Ouais, littéralement. Donc c'est un petit peu ça les questions de la base sur laquelle on a créé Paladin Landing. Ouais, non, c'est vrai que pour le coup, tu prends l'exemple de Uni, bon, je peux comprendre, mais moi je trouve que l'exemple devient 10 fois plus sexy avec Sushi, puisque Sushi a son mécanisme de partage de revenus, et comme tu l'expliquais, c'est une des grandes forces de Paladin, c'est que c'est en gros une couche en plus, quoi. Donc vous prenez X Sushi, bah, les gars ils stake, ils ont déjà leur mécanisme de partage de revenus, ça c'est Sushi qui s'en charge, c'est pas votre problème, vous avez qu'à l'intégrer, et à partir de là, c'est possible après en gros découper et de déléguer la puissance de vote et avoir une vraie rémunération de cette capacité-là du token.
Exactement, et c'est là que viennent les maux de tête pour moi, c'est que certains de ces tokens n'ont pas de système de délégation pour le moment. Donc en fait, c'est souvent J'allais te le quand on demander a... sur Quand... Xsushi par exemple, parce que j'imagine que Voilà, Sushi a la délégation, mais est-ce que Xsushi l'a par exemple? alors Sushi, je me rappelle plus, Sushi n'en a pas, mais le Ouais. nouveau token, le Myushi, donc qui wrap le Sushi dans Kashi, je crois, ou dans la Bento Box, Ah oui, d'accord. en a, vu que c'est directement un fork du token comp. Mhm. Mais, par exemple, en ce moment, sur Snapshot, le Myushi n'est pas compté en utilisant la fonction qui compte la délégation. C'est juste la fonction balance of qui est utilisée. Du Oh. coup, dans le Sushi Powa, vous n'avez pas de délégation, même si vous le mettez en place avec votre Myushi. Donc, encore, à chaque fois qu'on a quelqu'un dans le Discord communautaire qui nous propose tel et tel token, c'est toujours hyper intéressant de regarder. Nous aussi, on regarde de notre côté. Mais la plupart du temps, la réponse, c'est pour l'instant, ce n'est pas faisable. C'est à vous en fait, de devenir des petits activistes et de demander à vos protocoles préférés de mettre en place de la délégation. Dans tous les cas, ce sera utile pour eux. Quand la communauté devient trop grande et le token trop spread, si la core team veut reculer, il est obligé d'y avoir de la délégation. Je crois que c'est Index Scoop qui a eu ce souci où, sans délégation, en fait. Ouais, ils n'arrivaient pas à passer à quelque chose en urgence parce qu'ils n'avaient pas de quoi déléguer le pouvoir de vote rapidement. C'est la proposition, je crois que c'est l'IIP 40, si je dis pas n'importe quoi. En fait, il y a eu une grosse baisse des prix tout d'un coup de l'ETH et Index, à ce moment-là, ils avaient créé quelque chose qui s'appelait le IFLI, qui était en fait une espèce de produit dérivé qui permettait de prendre du levier de manière native sans liquidation. Ce qui était très intelligent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le IFLI, il a dépeg du IF, et donc en fait, il devait modifier les paramètres pour permettre un repeg. Et en fait, ils n'ont même pas atteint le quorum de la proposition pour remettre les paramètres. Ouais, d'accord. Et en fait, c'est là qu'ils ont commencé à introduire beaucoup plus de délégations et de création de conseils et de spécialiser avec des pouvoirs opérationnels au sein d'Index, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que en fait, la gouvernance générale, elle en a rien à faire de la gestion opérationnelle et quotidienne d'un protocole. Ce qui est tout à fait normal. En fait, on est en train de se rendre compte qu'il y a deux types de décisions. Tu as les décisions opérationnelles et les décisions stratégiques. Et les décisions opérationnelles, d'une part, elles font, c'est du quotidien, et les décisions stratégiques, c'est la vision. Et on ne peut pas demander à la gouvernance de voter quotidiennement, même hebdomadairement, sur des décisions hebdomadaires. Donc en fait, la délégation, et c'est pour ça qu'on a commencé sur une architecture de délégation, c'était plus facile à mettre en place dans un premier temps. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, on est convaincu que toutes les DAO qui vont grandir à partir d'une certaine taille critique auront besoin de la délégation pour continuer. L'exemple de Sushi, il est criant, ils sont en train d'installer la délégation. On en a parlé. Pardon. Mais excuse-moi. Ouais, non, mais au final, ça fait beaucoup de sens ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en fait, quand ils arrivent à ces tailles-là, ils ont un besoin de... En fait, en soi, c'est un peu ils ont deux options, quoi. Soit ils se prennent pour les rois du monde et ils comprennent la gouvernance tout seuls et ils construisent tout le système pour que leur protocole soit un truc de fou par eux-mêmes. Ça me semble un peu optimiste. Ou alors, ils jouent la logique du Lego et en gros, ils mettent une fonction de délégation sur leur token. Et à partir de là, ça ouvre plein de portes, dont notamment Paladin, mais pas près potentiellement d'autres aussi. Tiens, justement, donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, petite question de curiosité, tu en fais ce que tu veux, mais moi tu me dis des token holders engagés, mais qui n'utilisent pas leur puissance de vote et toutes les fonctions de gouvernance offertes par leur token, il y en a un qui me vient tout de suite en tête, et il est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, hein, c'est VECRV, dans le sens où on a résolu le problème sur VECRV avec Convex, ça c'est chouette, maintenant c'est liquide, blablabla, vous connaissez le système. Problème étant, il y a tout un tas de gens qui ont loqué des VECRV avant. Et donc, en fait, si tu regardes on-chain, là, il y a plein de gens, ils ont des VE. Et en fait, ils ont juste les VE. Ils boostent aucune pool, parce que leurs pools, elles sont passées chez Convex, parce que c'était plus rentable. Ils votent jamais sur les votes de gouvernance. Ils votent jamais sur les gauches, parce que c'est pas économiquement intéressant pour eux, même avec les bribes. Donc, ça en fait un client idéal. Mais bien sûr, est-ce que c'est faisable techniquement et envisagé ? Pas dans l'architecture qui est Paladin, malheureusement, parce que on vous a pas expliqué, mais en gros, Paladin a besoin de pouvoir transférer les tokens entre la pool et de petits contrats pour déléguer exactement le montant qui est emprunté par chaque personne. Donc en gros, vous allez sur la pool AV, vous demandez une centaine de tokens pour voter. En fait, le protocole va juste créer un nouveau contrat, envoyer les 100 tokens et vos fees et les déléguer directement. Dans le cas du VECRV, le token est donc non transférable. Convex s'est occupé de jouer à le wrapper encore une fois et d'en faire quelque chose.
Mais le VECRV nature, il a ni délégation ni transfert. Qui fait qu'une fois qu'il est verrouillé pour 4 ans, c'est dommage pour vous. Mais du coup, on travaille aussi là-dessus. Pour nous aussi, c'est quelque chose de très intéressant de permettre à tous ces utilisateurs-là qui sont déjà très investis dans le protocole, si ils n'ont pas envie en fait d'utiliser leur voix, de pouvoir en trouver quelque part un autre intérêt, et donc de la prêter, de la louer, etc. Et de plus, il va y avoir une nécessité aussi, même pour Curve, de commencer à jouer avec la délégation autour de leur VECRV, vu que Convex, c'est très beau d'emmagasiner de plus en plus de VECRV, mais au bout d'un moment, de la façon dont ils votent avec, en permettant aux holders de CVX de voter, ça reste un seul bloc de VECRV, donc une très grosse balance qui vote d'un seul coup et unilatéralement. Oh, Donc, alors oui et non, parce qu'après, il y a quand même... il y a pas Snapchat sur qui est entre les deux. pas sur les jauges, mais je veux dire, à partir du moment où ce qu'on peut voir maintenant sur la DAO, c'est que quand Convex a fait son choix de comment il va Ah oui, ça voter sur change la proposal, massivement. oui ou non, ça fait un gros vote et tout d'un coup le quorum passe. Ah oui, d'accord, je Donc, vois ce que tu veux dire. Au niveau des proposals, c'est vrai que l'impact est beaucoup plus significatif qu'au niveau exactement, des exactement. pools. Parce que, juste pour que tout le monde suive, au niveau des pools, il y a 40 milliards de pools, donc l'effet est un peu dilué. Par contre, sur une proposal, c'est oui ou non. Donc quand vous avez Convex qui arrive et qui vote avec un tiers des CRV ou quelque chose comme ça, vous imaginez bien que ça fait boum boum dans un sens ou dans l'autre, quoi. Bah, ça permet en fait. Pour l'instant, c'est Convex qui plus ou moins décide si une proposal passe. Donc, Ouais. ça va devenir intéressant d'avoir d'autres possibilités, que ce soit pour même si Yearn est un peu en retard sur Voilà. les CRV Wars, ils vont avoir besoin aussi de trouver du vote. Il y a de plus en plus maintenant qu'il y a le proposal qui a été passé pour ne plus avoir besoin de whitelister pour vous rappeler le VECRV. On va avoir aussi beaucoup d'autres protocoles qui vont peut-être commencer à essayer de jouer autour de Et puis on peut du envisager VECRV. des trucs assez marrants, hein, c'est-à-dire des délégations de seconde main au niveau du CVX. Je pense que ça ne devrait pas tarder. C'est-à-dire qu'il y a quelques protocoles qui ont accumulé du CVX, comme Badger, où il y a KeeperDAO qui envisage d'en acheter pour 40 millions de dollars quand même, hein, un tiers de leur trésor. Et on peut se dire que ces protocoles-là, il y a plusieurs scénarios possibles, mais il y a un scénario pas impossible où ils vont faire ce qu'ils ont besoin de faire avec leur CVX, booster leur pool, développer leur liquidité et tout ça. Peut-être qu'arrive un beau jour où en fait ils ont trop de CVX et ils se retrouvent dans le même problème que les autres, où en gros ils peuvent après, si vous voulez, vous pouvez nous louer notre capacité CVX et ça fait une nouvelle source de rendement pour le protocole. C'est ça, et ça leur donne d'emmagasiner plein de CVX, ça leur donne un pouvoir sur à la fois Convex et Curve énorme, parce que du coup, ça revient sur le même point à partir du moment où tu es capable d'influencer assez la snapshot de Convex sur les proposals Curve, c'est toi qui deviens le décisionnaire. Et donc, de la même façon, pour ceux aussi, s'il y avait il y a actuellement d'ailleurs de la délégation sur Convex, mais s'il y avait des systèmes similaires à Paladin, ça permettrait de la même façon, de ne pas avoir besoin d'emmagasiner tant de services que ça, mais plus à chaque fois de se préparer pour ces petits protocoles-là, et donc de savoir à qui emprunter et juste quand on en a besoin pour pousser une proposal, pour booster ces petites jauges un petit moment, et de ne pas s'engager trop sur du CVX long terme, et de ne faire que ta trésorerie soit devenue que du CVX. Après, c'est vrai que n'empêche, mine de rien, ça parle de gas et tout ça dans le chat, ça a aussi pas mal aidé, ce système-là de Convex Votium, pour les frais en gaz relatifs à ces votes de gauche. Et ça, on peut pas leur enlever ça. Alors attention, c'est là justement où moi je pense que c'est une des grosses faiblesses de l'architecture. C'est qu'en fait, nous on a testé ces solutions bien sûr, c'est pas du tout la même architecture que nous. Eux ils font ce qu'on appelle des bribes, c'est pas vraiment du vote lending. En fait, eux ils ont une architecture où en fait ils essaient ils incentivisent un comportement, et si tu as ce comportement, si tu votes pour X pool, et bien en fait tu toucheras une partie du budget qui était alloué. Exactement. Donc en fait c'est hyper inefficace pour la personne qui crée la pool. Soit elle a beaucoup plus que ce qu'elle espérait, soit elle aura beaucoup moins. Mais en fait, elle arrivera très rarement à l'équilibre. Elle n'achète pas ce qu'elle veut. En fait, elle parie sur une solution. C'est pas une décision d'affaires comme du liquidity mining, c'est vraiment, c'est un pari. Et donc en fait, quand tu crées des solutions comme ça, tu crées, entre guillemets, j'aimerais dire dans l'avantage de la personne qui participe. Sauf que je pense que tous les gens dans le chat qui ont testé Votium, par exemple, vous l'avez constaté, si vous n'êtes pas des whales, et ben en fait, vous touchez de la poussière. Donc en fait, il va falloir des dizaines et des dizaines de semaines, voire 6 mois, après, 1 an. Il suffit de concentrer le vote, quoi. Ah oui, non, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, tu vas toucher du dust en fait comparé au prix du claim. C'est-à-dire pour claim ça, toutes c'est les un vrai semaines. problème.
Exactement. Donc en fait, c'est pas rentable. Nous, en fait, l'architecture qu'on veut mettre en place, c'est l'opposé. Et en fait, c'est plus quasiment entre guillemets de l'asset management, au sens où en fait, tu poses ton actif et le jour où tu veux claim, quelques mois, quelques semaines plus tard, ben en fait, ça auto-compound pendant ce temps. Et c'est pas toi qui dois claim toutes les semaines. Le problème de Brave de Cronje, c'est le même en fait. Votium a adapté le système de Cronje sur Convex. Donc en fait, c'est la même idée. Il y a quelque chose d'autre, je pense, qui est très important quand on parle du prix du gaz, qui est très très important dans la partie du vote. C'est en fait, on utilise beaucoup cet argument, mais c'est quasiment non corrélé. On a nos amis chez Tally, qui est une très bonne plateforme pour suivre ce qui se passe en vote, qui ont fait des études sur la corrélation entre le gaz et le vote. Donc en fait, en fonction des fluctuations du prix du gaz, est-ce qu'il y a plus ou moins de participation? Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait moins de 20% de corrélation entre le prix du gaz et la participation en vote. Donc en fait, c'est un faux argument. Et c'est d'autant plus un faux argument qu'on se rend compte que sur Snapshot, les taux de participation sont pas tellement plus gros. Ils sont un peu plus élevés, mais pas tant que ça. Et Snapshot, c'est entièrement gratuit. Donc le problème, c'est pas tant le gaz. On aime bien utiliser cette excuse, mais le problème, je pense qu'il est plus dû à fait que quand tu fais partie de 10 DAO, dont la plupart où tu es uniquement là sur l'aspect spéculatif, tu n'as pas forcément un intérêt à voter. Et l'idée, c'est de mieux aligner les gens. Exactement. C'est pour ça qu'il y a autant de discussions, notamment avec Vitalik, etc., avec les gars de Gnosis, sur les systèmes de réputation et sur comment est-ce qu'on fait pour aligner un peu plus les gouvernances. Moi, je ne pense pas que le problème soit forcément de passer à la réputation, même si ça risque d'arriver. Il est surtout de comment est-ce qu'on fait pour aligner les gens et pour que les gens soient motivés à participer. Je pense que c'est ça qui est important. Non, c'est clair que c'est un vrai enjeu d'engagement. Et c'est là, en fait, où c'est marrant, j'ai envie de dire, et ça me fait une transition parfaite vers Romain, c'est que ça nous rappelle à tous que le Web3, au fond, j'ai envie de dire, c'est une trousse à outils pour faire du community building. Il ne faut pas oublier ça, c'est que ça crée des communautés avec de nouveaux mécanismes d'échange de valeurs, de structuration, d'identité, de reconnaissance ou autre. Mais la finalité, ou en tout cas une des finalités, c'est en tout cas la communauté, les gens, qu'est-ce qu'ils font avec ces protocoles. Et donc ça, c'est un angle que j'aime bien aborder moi sur la chaîne. Et à ce niveau-là, sur Paladin, je trouve que c'est assez cool ce que vous avez fait aussi. Je sais pas si... alors moi, j'ai pas eu le temps de me lancer dans le système personnellement. Je sais pas si c'est documenté sur la doc ou c'est peut-être sur le site. Si, c'est là. Vous avez ce petit système de... en gros, les gens peuvent s'impliquer dans le protocole à différents niveaux. Si j'ai bien compris, au début, c'est plus montrer qu'ils ont à peu près compris ce que c'était et tout ça. Et après, progressivement, un peu descendre dans la complexité. Avec la vision que... avec le développement de Paladin, à terme, vous allez avoir besoin de gars informés, compétents, qui connaissent le protocole, qui savent ce qui se passe en gouvernance, pour prendre des décisions ou des paramétrages qu'il y aura à faire. Donc ouais, je veux bien que j'imagine plutôt Romain, que tu nous parles un peu de tes petits squires, et c'est quoi la vision là-dessus? Alors en fait, il y a quelque chose qu'on sous-estime beaucoup aujourd'hui quand on construit des protocoles décentralisés, et nous on fait une attention particulière. C'est ce qu'on appelle le exit to community. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, déjà, les membres de l'équipe, ils ont un droit de propriété, enfin un pourcentage du protocole qui est beaucoup moins important qu'une société. Donc en général, vous allez être entre 10 et 25%. 30% pour les plus avares, entre guillemets. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu à peu, soit tu gardes cette petite part et tu participes toujours autant et puis un jour de moins en moins, soit tu vends peu à peu au fur et à mesure du temps. Mais il y a des gens qui achètent à côté. Et en fait, quand tu mets ce protocole et que tu le décentralises, ce que tu fais, c'est que tu le donnes à la communauté. Et en fait, ton protocole, c'est pas compliqué. Si tu n'as pas de bonne communauté, le jour où tu commences à t'extirper peu à peu, eh bien, il va mourir. Et c'est hyper dur à faire. On a vu l'exemple avec Synthetix, au sens où Kane a développé, il s'est tué sur le projet pendant 3 ans. Et à un moment, il a dit, OK, j'ai un Spartan Console qui fonctionne, le système de gouvernance a l'air de fonctionner, je vais prendre du retrait. Et il a fait ça, et en fait, ça s'est passé très mal pendant 6 mois. Et il a dû redevenir président du Spartan Console parce que ça se passait pas bien. Donc en fait, tout le laboratoire d'expérience qu'on est en train d'avoir, et c'est une vraie course contre la montre, en fait, il faut arriver à trouver une communauté qui est suffisamment impliquée dans le protocole, qui a suffisamment d'intérêt financier à rester, pour qu'en fait, l'équipe de développement de base n'ait plus le monopole du fonctionnement du protocole. Et c'est très important ça, et c'est très très dur à mettre en place. Donc nous, le Squire, c'est quoi? En fait, c'est la base du programme qui va nous permettre de créer des gens non seulement qui vont nous aider à gouverner ce protocole-là, sur le moyen terme, je dirais même court terme, et après, aussi sur le moyen terme, gouverner d'autres protocoles. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça l'idée derrière Paladin. Nous, on reste neutre, mais en fait, on veut former et on veut donner les outils aux gens pour qu'ils puissent participer dans la gouvernance de d'autres gros protocoles. Parce qu'en fait, être un activiste, tu es littéralement l'essence de la gouvernance. L'essence, je veux dire le gaz, l'énergie.
Sans, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire, c'est bien, on a créé une technologie qui va rester sur Internet, qui est immovible, qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas tromper, entre guillemets. Mais en fait, si personne ne participe, le truc, il est oublié, il disparaît. C'est comme une blockchain qui a plus personne qui la valide. Ça sert plus à rien. Donc en fait, les protocoles, il faut qu'ils aient toujours une communauté pour continuer à tourner. Donc nous, ce qu'on a voulu faire avec Square, c'est avec le système d'élévation qu'on va avoir de plus en plus, et qui va passer qui va vraiment se transcender dans quelques mois, parce que là on est vraiment sur la base, c'était créer un système où en fait les gens, apprenaient à participer à notre protocole, 2, on va vouloir commencer à les récompenser éventuellement, et 3, en fait on va commencer à les faire participer à la vie continue du protocole. Je vais donner un exemple. La première chose qu'on fera le jour où on va commencer à se décentraliser, ça sera écrire une constitution ou des statuts, ça dépend de l'interprétation qu'on va avoir. Ça existe sur beaucoup de protocoles aujourd'hui. Je pense que c'est nécessaire parce qu'en fait, c'est ce qui permet d'établir les règles, pas de bonne conduite, mais les règles. La vision, le but, le cadre et les méthodes. Exactement. Mais c'est marrant, c'est exactement ce qu'on vous disait en début de chat. En fait, c'est ce qu'on est en train de faire sur DeFi France aujourd'hui, de finaliser du coup. Mais oui, comme tu le dis, c'est essentiel, parce que sans ça, c'est pas clair dans quel périmètre tu t'engages en tant que participant de la DAO. Et rien que ça, c'est frustrant pour les personnes impliquées, quoi. Et ça aboutit à des inefficacités aussi. C'est-à-dire que des gens ils discutent de choses qui concrètement, en fait, on s'en fout parce que c'est en dehors du scope de la DAO, c'est pas faisable techniquement. Donc c'est important que le projet soit clair là-dessus et cadre bien dès le début. Oui, pardon, je regardais un petit peu les commentaires. En fait, quand je tourne ma tête, c'est pas que je vous évite, c'est parce que j'ai mon écran juste là avec les commentaires qui défilent. Donc j'essaye de suivre et on n'est pas habitué au streaming, donc on n'a pas l'habileté de Brice. Mais j'ai Après, Valentin qui a fait un petit check tout à l'heure. T'as regardé du coup le truc qui a été mis dans le chat là? J'ai jeté un coup d'œil, mais en fait, je vois pas la composante délégation de vote. En fait, quand j'ai vu le truc, j'ai failli lui répondre BSC, on s'en fout. Mais bon, je me suis dit, allez, on va être gentil. Non, mais en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, Ethereum a le monopole de la gouvernance, au sens où en fait, toutes les participations de gouvernance intéressantes arrivent sur Ethereum. Il y a quelques éclats sur Polygon et sur Avalanche. Sur Avalanche, ouais. Mais il y en a un peu sur la BSC, tu vois. Vénus, c'était intéressant ce qui s'est passé, c'était très agressif. Sur Polygon, on a eu comment est-ce qu'on appelle ça? On a eu MyFinance et on a eu Adamant qui ont eu des histoires intéressantes et des choses qui se passent. Donc nous, c'est des choses qu'on surveille constamment. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en fait, les gros, en revanche, Curve et AV, notamment, qui sont très multi-chain, et Sushi, en fait, l'intégralité de la gouvernance, elle a lieu sur Ethereum. Parfois, par exemple sur AV, tu peux utiliser tes AV qui sont sur Polygon pour voter. Ça, c'est hyper intéressant. Et nous, on aime beaucoup voir ça. Mais en fait, tout le processus a lieu sur Ethereum. Donc en fait, aujourd'hui, Ethereum, c'est la chaîne de la gouvernance. Je pense pas que ce soit forcément pragmatique sur le long terme, juste pour des questions de gaz. Bah, je pense que comme tout, c'est le settlement layer, quoi. Donc c'est-à-dire à terme, il va peut-être y avoir de l'abstraction sur L2 avec tout le processus qui se fait, blablabla, et tout ça, et une forme de hash checkpoint sur mainnet une fois que la proposale est passée pour qu'elle soit un peu ancrée dans l'éternité d'Ethereum sans gambler sur la sécurité d'un L2 ou un truc comme ça. Je crois que c'était AV qui avait commencé à faire des petits essais. Là, en ce moment, c'est de plus envoyer l'exécution d'une proposal directement via les autres chains. Mais je sais plus si c'était Emilio qui en parlait ici à Paris, d'avoir tout un autre système où en fait chaque chaîne aurait pu avoir sa propre gouvernance, et avec Ethereum qui reste le master et contrôler tout ce qui peut arriver au sein de tout l'écosystème AV, mais que chacun commence à devenir un petit peu indépendant. Et c'est à ce moment-là que ça devient très intéressant pour les utilisateurs de pouvoir rester sur la petite chaîne sur laquelle ils sont. Donc, par exemple, la version d'AV sur Polygon, parce que tu t'es price out des transactions sur Ethereum et quand même avoir quelque chose à dire dans ce qui se passe sur ta version du protocole, et d'avoir plein de micro-gouvernance et un peu comme des sub-DAO, en fait. Ça peut devenir très... Non, c'est ça. Et puis, mine de rien, en fait, ça me fait plaisir parce que vous n'êtes pas bullshit tous les deux. Donc, comme moi, au début de l'émission, c'est rare que ce soit les invités qui le disent. Mais en gros, vous disiez à peu près, c'est l'âge de pierre, de Cro-Magnon de la gouvernance. Moi, c'est ce que je dis souvent sur mon channel. Vous le dites d'une autre manière, mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, on n'a pas encore expérimenté grand-chose. Les modèles sont très rudimentaires, ne serait-ce que si on les compare au modèle de gouvernance d'entreprise. Alors, en plus, si on prend en compte tous les possibles qu'on pourrait créer au-delà, c'est ridicule, quoi. Mais il y a quand même une minute d'appréciation, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des choses qui vont bien.
Donc là, tu parlais de l'approche multi-chain, de réfléchir à la structure et la gouvernance multi-chain AV. Moi, je vous ai parlé sur la chain pas mal de May, et justement là, je voulais vérifier. Il me semble que eux aussi, ils ont une gouvernance multi-chain. Ouais, elle commence à être multi-chain. MyFinance, ils sont hyper intéressants. Ils se C'est développent fabuleux, beaucoup hein. plus que. Ah oui, non, ils sont vraiment impressionnants. Parce que là, ouais, c'est Euh, quand même assez fou. Surtout qu'en plus, moi, il y a un truc que je veux. J'avais remarqué à l'époque, et je trouve que c'est une petite piqûre de rappel que les géants tombent vite s'ils ne bougent pas. C'est que May Finance, à ma tête, c'était un des premiers protocoles à reconnaître le poids de son token de gouvernance sous toutes ses formes qu'il soit. C'est-à-dire n'importe quel LP sur n'importe quel protocole, je calcule combien tu as de keys, c'est dans ton Kipowa. Tu as du key locké, je calcule ton key, c'est ton Kipowa. Et ça, ils l'ont fait avant que des protocoles comme Aave ou d'autres le fassent. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ça soit encore pris en compte sur Aave, par exemple, le safety module, pour vous donner une idée. Donc, ça, c'est bienvenu. Et le fait que ça aille cross-chain aussi, voilà, ça nous montre que c'est faisable, en tout cas, que les protocoles qui ont pas envie d'ignorer leur LP et leur staker parce que c'est chiant techniquement à supporter, eh ben, ils peuvent faire l'effort de les supporter. Et ça, c'est déjà un pas en avant. Après, il faut pas oublier quelque chose. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de protocoles qui prennent leur temps aujourd'hui sur le développement de la gouvernance. Qu'en fait, contrairement à une gouvernance juridique, entre guillemets, c'est-à-dire en entreprise ou démocratique, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est une gouvernance qui s'exécute par le code. Donc en fait, si tu fais une bêtise, à moins que tu aies un guardian, comme sur Yearn, sur Aave, il me semble qu'il existe même plus sur Compound, mais je suis pas sûr. Si tu fais une bêtise, c'est fini. C'est-à-dire l'argent, il part. Il va vers la bêtise que tu as faite. Et donc en fait, tu prends beaucoup plus de temps à mettre en place ces systèmes de gouvernance parce que tu n'as pas intérêt à mal coder les choses. Ce qui est hyper intéressant, inquiétant et en même temps, on a de la chance de le voir, c'est qu'en fait, la plupart de l'innovation en gouvernance aujourd'hui, elle vient des gros protocoles. Elle vient pas d'acteurs indépendants, elle vient pas de Grant, elle vient pas de protocoles spécialisés en gouvernance. On a Tali qui essaye de faire des choses, ils ont notamment sorti quelque chose qui permet de faire la gestion de fonds de trésorerie. En fait, c'est on te donne de l'argent et en fait, on va mettre des paliers décentralisés et peu à peu, tu toucheras ton argent. Mais ça va pas beaucoup plus loin. Si tu regardes les grosses innovations en gouvernance, c'est quoi? Governor Alpha, c'est Compound. Ouais, Snapshot, ça vient de Balancer, c'est un spin-off de Balancer. Et Uniswap qui d'ailleurs, avait initié quelques trucs avec le failsafe et tout ça. exactement. Pareil, Gnosis, c'est les multisigs, ça vient de Gnosis. Ce sont des gros protocoles. Et en fait, le pire, c'est que c'est pas leur cœur de métier à la base. C'est-à-dire toutes les innovations de gouvernance qu'on est en train de voir, ce sont des innovations qui sortent, qui sont des spin-offs en fait de chacun de ces gros protocoles. Et donc le problème, c'est que c'est biaisé par rapport au protocole en lui-même. Là, Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui a vraiment vocation à évoluer. Pour l'instant, on est vraiment à un degré zéro. Nous, aujourd'hui, on est concentré sur le coin voting parce que c'est ce qui est le plus populaire. Si ça évolue, on en partira. Ouais, ça fait du sens. Alors, j'avais quelques points pour avancer sur Paladin. Au niveau des peut-être des... Alors, pour faire le lien un peu avec ce qu'on discutait là, c'est une question que je me pose moi sérieusement aussi personnellement, pour mieux comprendre le protocole. C'est en gros, si on mettrait la question simplement, ça serait ça. Est-ce que c'est V2 ou est-ce que c'est plutôt une approche modulaire? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans une logique où il y a eu Paladin V1 qui est shippé avec ses 3 tokens et ses fonctions, et voilà, ça tourne, et un beau jour, je ne vous demanderai pas quand vous bossez, arrivera V2 avec de nouvelles fonctions? Ou est-ce qu'on est plutôt dans une logique, ce que j'appelle moi modulaire, c'est-à-dire on a un premier bloc qui est Paladin V1, ou je ne sais pas comment on est appelé, en gros qui permet le prêt et l'emprunt des capacités de gouvernance, et sur ce bloc, vous allez progressivement ajouter de nouveaux trucs, donc potentiellement toutes les choses au niveau de l'activisme dont on discutait, qui seront plutôt l'année prochaine, et toutes les choses au niveau de la mobilisation des fameux squires, pour en gros avoir tout un système qui va au-delà de juste emprunter de la puissance de vote, mais qui c'est vraiment un truc plus prise de main de je t'aide à faire ton action de gouvernance, faire passer ta proposale ou autre, mais avec toutes les à côté qui viennent, plus le vote. Donc modulaire ou upgrade? Désolé, c'est un peu long comme question. C'est un peu les deux. En fait, on a donc, pour ce qui est Paladin même, on a donc oui le bloc V1, etc., avec la première version de Skenopool et tout ce qui gravite autour. Mais on ne compte pas laisser ça tel quel. On a différentes idées pour les pools. Par exemple, on va avoir plus de pools. Il y a actuellement un post sur le forum de Idle parce que c'est la prochaine pool à sortir sur Paladin. Et on a déjà une idée sur la prochaine version des pools où, par exemple, vu que, comme on peut le voir, par exemple, les gouvernances sont pas actives 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
il peut y avoir des petits moments de creux où aucun pouvoir de vote ne sera nécessaire et vos tokens vont juste rester à dormir au sein des pools paladins. Donc pourquoi pas imaginer des pools qui pourront les faire travailler autre part dans d'autres protocoles dans lesquels on a déjà confiance et qui ont déjà prouvé qu'ils étaient efficaces et sécurisés quand c'est le cas. Mais après, il y a aussi un aspect modulaire où j'ai vu ça aussi dans le chat discuter par rapport à la confiance qu'on peut avoir dans certains délégués et que actuellement, oui bien sûr dans Paladin, c'est je drop mon pouvoir de vote et qui paye peut le récupérer. On peut tout aussi imaginer que des pools peuvent être créés avec un petit par-dessus, donc que ce soit sur les V1, sur les V2, et selon par exemple si la communauté avait a décidé que Paladin ne devrait pas laisser n'importe qui emprunter son token via Paladin, mais que ce soit via du whitelisting ou via certains critères, etc. On peut tout aussi bien voir donc, que ce soit ces pools-ci, les pools d'après, ou alors une pool qui est créée juste pour l'occasion, qui régira, donc, qui sera selon ces règles-là, qui régira tout un nouvel ensemble de pouvoirs de vote donnés par l'utilisateur qui veulent seulement aider un petit groupe de délégués, ou alors seulement les personnes qui sont vérifiées sur Sibyl, par exemple. Enfin, tu peux avoir tout un ensemble de nouvelles versions autour. Et après, sur le long terme, tout ce qui est les modules autour, c'est plus Romain qui les... L'activisme, ouais. Ah, mais là, j'aime bien parce qu'en fait, si on recule juste une seconde, je trouve que la réflexion est intéressante là de se dire Paladin à la base veut créer une plateforme pour fluidifier la gouvernance, rendre utile des tokens qui sont à l'heure d'aujourd'hui pas utilisés, et voilà, toute la vision qu'on discutait sur l'activisme. Ça, c'est, disons, le haut niveau. Mais le truc, c'est que pour faire ça, Paladin a besoin de tokens de gouvernance qui vont être empruntés. Et donc, en fait, et c'est là où ça devient marrant, Paladin, dans la perspective utilisateur qui dépose, se transforme un peu en un yield optimizer, en fait. Une sorte de yearn. C'est-à-dire que l'utilisateur, il vient là. Pourquoi ? Parce qu'il fait un dépôt single asset qui va potentiellement farmer le revenu sharing qu'il y a dans le protocole ou le stakeable, des choses comme ça, plus le revenu. Mais je sais pas, je trouve que cette réflexion, elle est instructive de voir qu'en fait, techniquement, vous faites un meilleur yearn que yearn, mais votre but, c'était pas de faire un yearn, c'était d'attirer des tokens dans un mécanisme pour qu'après, ils puissent être empruntés. Je sais pas si vous voyez la réflexion, mais je trouve que ça, on voit souvent ces scénarios-là en DeFi en plus. Alors en fait, c'est pour une raison très simple, c'est parce qu'en fait, on n'est pas yearn, on ne veut pas être yearn et on ne s'oppose pas à yearn. On est ce qu'on appelle, moi j'aime bien essayer un Lego financier tout en haut, en gros, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a créé une nouvelle manière de faire du rendement via en fait le prêt de droit de vote. Ça, c'est dû à plusieurs raisons. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se pose. C'est-à-dire, sans yearn, on n'aurait pas les rendements de yearn. C'est-à-dire, ce dont Valentin te parlait, par exemple, il faudrait qu'on ait les rendements de yearn plus les rendements de paladin, entre guillemets. Et donc, ce qui se passerait, c'est qu'on n'existerait pas si yearn n'existait pas. Ouais, en tout cas, on n'aurait pas ces rendements-là. Donc, on fait pas vraiment un meilleur yearn. En fait, on se pose sur yearn. Et notre volonté aujourd'hui, c'est la volonté qu'on a quand on parle avec tous les protocoles avec qui on commence à travailler, c'est en fait de leur dire, voilà, on arrive, on vous propose une nouvelle brique. Et la manière dont Paladin a été créé, c'est-à-dire de prêt de droit de vote comparé à des bribes, par exemple, c'est que c'est hyper composable. C'est-à-dire, nous, on arrive et on peut se poser sur n'importe quel système de gouvernance sur le long terme, on peut se poser à n'importe quelle étape, et en fait, on pourra intégrer très facilement. En fait, l'idée, c'est d'être presque un petit bout de chewing-gum au milieu des rouages. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, et ce qu'on voit encore très peu aujourd'hui, si tu regardes par exemple, Brice, la différence entre un de tes marathons avec Curve et le nôtre, c'est qu'en fait, pragmatiquement, il y a moins de monde. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus évident de voir la valeur que va te rapporter un Curve que voir ce que va te rapporter Paladin aujourd'hui. Parce que Paladin, c'est de la gouvernance, et de base, la gouvernance ne rapporte pas d'argent. Et donc nous, tout notre objectif dans ce qu'on est en train de faire avec Paladin, c'est en fait de redorer en fait, à un certain degré les lettres d'or de la gouvernance, parce qu'on pense que c'est l'un des enjeux les plus importants de la finance décentralisée. Vous avez probablement raison, ouais. Ah oui, mais une des raisons pour laquelle on est là et pour laquelle on se connaît, Brice, c'est parce que tu fais partie des premiers à être quand même tu parles de manière très ouverte sur l'importance de la gouvernance. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est beaucoup d'entre nous, on a touché des airdrops, on a eu du Uni, on a eu du AV, on est beaucoup à spéculer par-dessus. En fait, le problème, c'est que on achète, ça monte, ça descend, et à un moment, on vend parce qu'on veut faire quelque chose avec notre position. Quand on vend, on pense aux gains financiers. En fait, on saute totalement l'influence, le pouvoir d'influence que ça a. Et je pense que c'est très dommage, parce que si on construit vraiment la finance de demain, si vous le pensez vraiment, vous êtes en train de vendre vos cartes pour contrôler la finance de demain. Et après,
on va être choqué par le fait que ça soit des Goldman Sachs, des JP Morgan ou des gens très riches qui Mais les ont c'est achetés. très bien Mais- pour moi ça, parce que c'est du Ah proof oui. of face de la matière la plus fondamentale, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment compris ce qui se passe, qui sont pertinents, qui voient et qui prennent des paris, eh ben, ils ont potentiellement des positions intéressantes. Les gens qui, dès qu'on leur donne de la frimonie, la dump sans même réfléchir une seconde, parce que c'est de la frimonie, dump, je prends un Ether gratuit, sans se poser la question de attends, c'est quoi ce truc? Et bah, c'est normal, au final, ça filtre d'une certaine manière. Je pense que c'est dû à un manque d'éducation en fait. Si tu regardes par exemple le Sushi, on a envie de dire que Sushi c'est hyper décentralisé. C'est une plateforme que j'adore et avec laquelle on discute fréquemment. Le problème, c'est qu'en fait, tu regardes les plus gros holders aujourd'hui, c'est qui? Defiance Capital, FTX, enfin ça, SBF pour être plus précis, et Arca. Donc tous trois des plus gros fonds en crypto. Parce qu'ils ont farmé, parce qu'ils ont acheté en continu, ils ont pris un modèle DCF et ils achètent toutes les semaines. Et en fait, ils se disent, nous, ce qui compte, c'est avoir de l'influence dans ce protocole, c'est pas le prix. À un certain degré, on sait quel est notre plus bas, notre plus haut, on sait quand ça vaut la peine d'acheter. Je suis désolé, j'en prends parce que j'ai vu une question très rapidement. Je sais pas si on a le droit de répondre aux questions, Brice. Bah bien sûr, Et sur bien sûr, quelqu'un qui prenez, nous hein. demandait à quoi va servir le PAL token. Alors aujourd'hui, on a un truc là qui s'appelle les PAL LP tokens. Et en fait, ça représente des positions au sein de Paladin. Si tu veux dire le jeton Paladin, c'est un jeton de gouvernance, il y en aura un. J'ai mon cofondateur à côté de moi, je n'ai pas le droit de parler. Non, mais plus sérieusement, il y aura une annonce très prochaine. On n'a pas encore fini de tout préparer, donc on la maintient encore un petit peu dans le sac. Mais il y a des choses qui vont arriver. Ça y est, ça crée l'alpha dans le chat. C'est bien, tu les as nourris. Ça et bon, Idle, mais ça vous avez vu passer ça. On a annoncé officiellement deux nouveaux tokens qui sont Idle et Index. Idle, on a publié dans le forum, parce qu'en fait c'est notre mode de fonctionnement. On parle avec les membres de l'équipe, on parle avec les délégués, on parle avec la communauté et ensuite on intègre. Même si ce qu'on crée, c'est créé de manière permissionless, en fait, on veut créer un dialogue avec tout le monde pour entendre leurs inquiétudes, pour construire avec eux. Parce qu'en fait, on crée vraiment un produit de communauté. On ne crée pas un truc juste arbitraire. L'exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux modes qui sont totalement modifiables au sein de Paladin. C'est la nature des pools et les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, c'est une formule spéciale qu'on va publier dans un white paper prochainement, qui en fait permet de réduire la probabilité d'attaque de gouvernance. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lie le taux d'utilisation de la pool avec le seuil de proposition et le seuil de quorum au sein de gouvernance. Donc, en fait, plus tu empruntes, plus c'est cher. Donc, par exemple, acheter un vote sur Compound, ça coûte 30 millions de dollars. Et c'est le but. C'est parce que si tu vas contrôler une trésorerie de plusieurs centaines de millions, voire de milliards, à un moment, tu n'es pas censé pour acheter le droit de vote. Et si tu l'achètes, va falloir que tu rinces tous les gens qui prêtent leur droit de vote. C'est comme ça qu'on le veut. Non, et puis là, c'est vrai que ça rejoint un peu. Alors, je peux pas vous dire le protocole, mais il y a des protocoles qui sont en train de regarder au niveau du lending, et qui sont permissionless, et qui en fait, ils ont besoin de faire de l'analyse de token pour savoir à quel point le token est déjà leveragé ailleurs que sur leur plateforme. Comme ça leur permet de déterminer quel quota ils vont mettre sur l'emprunt sur ce token-là en question, par exemple. Donc, vous voyez, ça peut être assez cool. Imaginez par exemple une plateforme de lending permissionless qui va regarder ce qui se passe sur Fuse, et elle voit que, je sais pas, le token donné que tu veux rajouter, il est déjà leveragé comme un macaque sur Fuse, et elle va peut-être te limiter plus. Là, on peut envisager le même genre de mécanisme, mais donc pour le côté plus gouvernance. Alors, il y a une question un peu provoque dans le chat, et j'aime bien, je vais la prendre, parce que je pense que c'est l'occasion de détailler un peu plus la démarche, la réflexion, tout ça. Quelqu'un qui nous dit qu'en gros, pour lui, leveling up, donc là, ce qu'on a mis en haut, ça consiste à devenir un groupie. Parce que, bon, pour vous le dire rapidement, en gros, pour devenir un squire, on vous demande de vous renseigner un minimum sur Paladin et répondre à un petit quiz. Alors, je trouve ça marrant comme réaction. Du coup, vas-y, je te laisse taper. Non, je pense que c'est hyper intéressant. Alors, la première chose, comme on l'a dit, c'est qu'on est au début. Nous aussi, on est en train d'essayer de mettre nos systèmes en place. Nous, le premier système qu'on a voulu mettre en place, c'est qu'on a voulu créer un système pour être avec des gens qui connaissent le protocole. Donc, l'idée, c'est pas du tout avoir un groupie. Même si à un certain degré, quand tu réfléchis, en fait, tous les protocoles qui essaient de une communauté à la base, ils veulent quoi? Ils veulent des utilisateurs et des gens qui vont parler du protocole. Donc peut-être que ça revient dans la définition du groupie que tu entends. Nous, ce qu'on recherche en réalité, c'est une communauté de gens qui sont passionnés par la gouvernance et qui vont pouvoir participer autour de notre gouvernance ou de celle des autres sur le long terme. Donc moi, je te parlerai pas de groupie, en fait, je te parlerai littéralement pas d'employés. Mais c'est pas des zélotes, c'est des représentants du protocole et des gens, parce que nous, notre objectif, et on le dit ouvertement, c'est de démocratiser l'activisme et notamment de réduire les frictions de gouvernance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment, les gens qui vont devoir participer en gouvernance, ils vont devoir gagner leur vie. C'est pas compliqué, ça va pas plus loin que ça, donc ça veut dire qu'un jour, il va falloir payer un équivalent salaire à ces gens-là.
Donc l'idée, c'est pas de devenir un groupie. Non, non. L'idée, c'est que tu quittes ton travail et que tu viennes travailler pour Paladin ou pour une autre DAO. Après, mais c'est vraiment ça l'objectif. Et puis après, il faut quand même rappeler que si là, c'est un mécanisme pour identifier les gens qui sont impliqués, qui sont informés, pour après, ces gens-là, potentiellement l'année prochaine, autre, quand le système sera plus mature, ils vont avoir des vraies décisions à prendre. Donc on ne veut pas non plus que n'importe quel mariole, ils prenne ces décisions-là. Et c'est normal qu'il y ait un mécanisme de filtration en amont. On veut que le gars, il connaisse un minimum de la gouvernance, aussi bien de la DeFi en général, que de comment fonctionne Paladin. Sinon, son avis, il a littéralement aucune valeur, ou peu de valeur. Ah non, C'est exactement ça. C'est aussi un des problèmes qu'ont d'autres de gouvernance à amener plus de gens à proposer, à voter, etc. C'est que la barrière d'entrée pour proposer est très haute. Donc, soit tu sors quelque chose de nulle part sans avoir aucune idée de ce que tu veux proposer et tu vas très vite disparaître dans les fins fonds du forum parce que personne ne voudra t'aider à mettre ça en place. Ou alors, il faut qu'il y ait une mise en place de tout un système de membres de l'ADO qui soient là toutes les semaines en continu, à voir tout ce qui se passe et à détailler ça, à expliquer tout point par point ce qui peut se passer, comment les gens peuvent participer, qu'est-ce qui arrive chaque jour dans la gouvernance. Ça commence à apparaître. Je crois que c'est Uniswap qui commence à faire des résumés toutes les semaines et je sais plus si c'est Tally ou Boardroom qui ont maintenant des membres qui commencent à vraiment faire un suivi hebdomadaire de ce qui se passe dans chacune des gouvernances. Mais c'est encore une fois, c'est comme partout en gouvernance, c'est les premiers pas. Ça commence, ça deviendra plus intéressant quand tout le monde peut commencer à comprendre tout ce qui se passe sans forcément comprendre comment le code marche. Là, c'est à ceux avec qui tu vas travailler et créer ta proposition qui vont t'expliquer, qui vont t'aider. Mais le reste. Ouais, non, c'est là que je trouve que la métaphore du syndic pour la DAO est parlante. C'est-à-dire que le syndic, mine de rien, que tu participes ou pas, normalement, tous les mois, tous les 3 mois, tu reçois ton petit courrier qui t'explique qu'est-ce qui s'est passé, où on a dépensé le fric pour faire quoi et qu'est-ce qui arrive dans les prochains mois. Et c'est vrai qu'au niveau des DAO, ça manque souvent, ou ça commence à peine. Et donc, ouais, c'est des choses comme ça. Et pour expliciter ça pour l'audience, typiquement, le gars qui vous fait votre résumé de gouvernance, est-ce que lui, il mériterait pas un salaire ? Ça me semble quand même assez logique. Mais figurez-vous que ça, c'est une idée de fou pour la plupart des DAO. Ah non, mais t'es sérieux, on va payer quelqu'un pour qu'il fasse des résumés ? Mais t'es taré, enfin, on n'a jamais vu ça. On en est presque à ce stade-là, quoi. C'est-à-dire, il y a quelques DAO qui le font, pas toutes. C'est de la clarté d'information. Tu as tout à fait raison. Après, ça dépend des budgets DAO. Je pense qu'il y a 2 choses qu'on oublie, en fait. C'est qu'en fait, les DAO, c'est rien de nouveau. En fait, les organisations décentralisées, ça existait avant qu'on ait inventé les smart contracts. Les gens, ils n'ont pas eu besoin des smart contracts pour se coordonner entre eux. C'est juste qu'en fait, on a créé une infrastructure informatique pour le faire de manière beaucoup plus efficace et avec moins de confiance. Donc, par exemple, il y a plein de choses dont on te parle, genre, on va créer une DAO pour notre immeuble entre voisins. Ça s'appelle un conseil syndical. Et pour ceux d'entre vous qui ont participé à un conseil syndical, c'est très très peu marrant. En fait, il y a plein de choses qu'on veut réinventer avec les DAO qui existent déjà. L'exemple, ça va être une société. Si on crée une société et qu'on met une DAO par-dessus, on la décentralise, mais en fait, les responsabilités légales, pas forcément la hiérarchie, mais la manière de travailler, elle ne changera pas tellement fondamentalement que ça. Donc en fait, là où il faut faire très attention, c'est que la DAO, ça ne veut pas dire tout change. Ça veut dire qu'on a changé l'infrastructure informatique. Ça a beaucoup d'implications. On va créer des nouveaux types d'organisations. Il va sûrement y avoir besoin de nouvelles entités juridiques derrière. Mais il ne faut pas penser que tout change. Sinon, le monde serait en guerre. Décision, quoi. Mais après, c'est sûr qu'une fois que les décisions sont prises, c'est des actions. Et ça se passe un peu comme avant, avec différentes modalités, quoi. Ouais, et je pense que comme tu parlais par exemple de rémunérer des scribes, c'est encore très sous-estimé. Mais en fait, la réalité, c'est que ça... en fait, c'est une très haute valeur ajoutée et on a encore du mal à allouer correctement les tokens. Pour moi, c'est dû à plusieurs manières. Parce que c'est-à-dire que littéralement, n'importe quelle DAO qui a plus d'un M en trésorerie, elle prend 50K, voire 100, je vais pas y aller de main morte, pour payer un scribe à plein temps à l'année. C'est le meilleur investissement qu'elle va faire de sa vie. Retour au minimum x10. Ah, je suis d'accord avec toi, parce que ça donne de la visibilité, c'est de la vulgarisation. Après, en fait, il y a quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui pour les DAO, c'est que la plupart des DAO, elles ont quasiment que leur token natif en fait en trésorerie. Et donc toi, si tu te fais payer en token natif, ton token natif, il va pas payer les épinards, ou il va pas payer ton toit. Il va falloir que tu le vendes. Donc en fait, soit tu es obligé de vendre et donc de perdre ton droit de vote, sachant que toi, quand tu es une DAO et que tu payes ces gens-là, tu as tout intérêt à ce qu'ils restent ici votent, parce que c'est les gens les plus passionnés.
Et donc, il y a toute une Ou alors la DAO est notion bullish sur son propre token et utilise son token comme collatéral pour emprunter du stable pour rémunérer ses contributeurs. protocole qui fait ça, qui s'appelle Ichi. Ah ouais, ça existe Itchi.org. déjà? Ça, je vais aller voir. Et Itchy.org. ouais, en fait, le principe, c'est de créer des stablecoins sur n'importe quel jeton. Ah. Donc en fait, par exemple, il y a plein d'utilités, mais je pense que c'est très intéressant. En fait, tu pourrais être bullish. Branded En fait, dollar. Ah oui, d'accord. C'est marrant. c'est ce qu'ils appellent je crois que ça s'appelle des Decentralized Monetary Authority, je crois, les DMA. Mais donc aujourd'hui, nous on est pour, et on aimerait le faire très rapidement, être capable de rémunérer tous les participants qui contribuent à la DAO. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu vends tes tokens, et ben en fait, les gens ils vont les dump parce qu'ils en ont besoin. C'est pas contre toi. C'est juste qu'à un moment, faut payer sa vie. Même moi, si je me payais qu'en token, par exemple, à l'avenir, à un moment, je devrais les vendre. Sinon, je serais dans la rue pour faire ce live stream. Oui, c'est vrai que ouais, on revient au point du début que si les DAO avaient des trésors diversifiés pour commencer, elles auraient probablement du stable et ça serait pas un problème. Elles pourraient allouer du stable pour ce genre de tâches, de job en fait, ou comme tu le soulignes, idéalement, ça serait bien qu'un scribe il soit payé peut-être 15-20% dans le token de la plateforme avec du vesting ou quelque chose comme ça. Mais mine de rien, le scribe, il a besoin de bouffer, il a besoin de vivre sa vie. Et s'il fait ça à plein temps, eh ben, t'as intérêt à le payer avec, qu'importe le montant, 2-3K en stable par mois, qu'il ait de quoi vivre et qu'il n'ait pas besoin d'aller chercher ailleurs pour soutenir son travail, quoi. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de scribe, je me dois de le faire, méga dédicace à Diziac, notre scribe superstar de DeFi France, qui est vraiment au taquet. Et il y a aussi Charles qui contribue beaucoup, qui est lui aussi scribe, je vous rappelle. Donc merci à tous les deux. Ça, c'est c'est vraiment chouette. Et je pense que l'histoire leur donnera raison, tu vois ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que... allez, on va pas dire que je suis fan, mais un gars comme Diziac, là, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il s'est intéressé, il s'est posé la question de comment il peut contribuer. Il est un peu comme moi, il a une formation littéraire, sauf que lui, il a un beaucoup plus gros brain et il allait beaucoup plus loin du côté littéraire. Et du coup, naturellement, c'est venu pour lui cette côté de ok, ben, je vais aider les gens à organiser la destruction, structurer et tout ça. Et en fait, on se rend compte, il y a plein de gens qui savent pas mener une discussion, qui savent pas vraiment écrire des propositions, ou qu'en fait, c'est un effort pour eux, c'est dur, c'est compliqué, c'est douloureux. Et en fait, il y a peu de gens qui prennent du plaisir à faire ça, de ce que j'en vois moi en tout cas. Alors qu'il y a plein de gens qui peuvent être intéressés dans la gouvernance. Donc, si vraiment vous vous rendez compte que vous prenez du plaisir à faire ça, ou que ça vous intéresse, ben, franchement, allez-y, parce que n'importe quelle communauté qui a un minimum de cerveau, j'ai envie de dire, mais elle chérit son script comme un membre très précieux et très important. Vous pouvez même littéralement commencer à le faire et aller voir les grandes de certains protocoles déjà placés et de dire voilà, ça c'est mon travail, c'est les résumés des dernières semaines maintenant. Et après, ça revient à la même chose. Ce sera payé par exemple, pour qu'un sur le token comp. Et on revient au même problème. Et c'est ça aussi pour les délégués, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau d'avoir beaucoup de délégués, d'avoir plein d'outils pour eux, de pouvoir se coordonner, de pouvoir trouver du pouvoir de vote, etc. Mais si vos délégués, vous les payez en poussière, vous n'allez pas les garder, ou alors ils vont pas travailler dans les meilleurs intérêts du protocole. Ils vont juste être recrutés par certains fonds d'investissement, dont un certain avec un joli petit numéro au milieu qui adore faire ça en ce moment. Et vos délégués ne vont plus réussir ne vont pas réussir à faire ce qui est dans le meilleur cas pour le protocole, mais plus qui est le plus intéressant pour le fonds d'investissement. Et c'est là où on commence à perdre et à transformer les protocoles décentralisés qu'on voulait créer en machine Afrique pour des gros fonds d'investissement. Et alors qu'on veut juste que de plus en plus d'utilisateurs commencent à toucher au vote, à la possession, à l'activisme, etc. Donc les scribes et les délégués il va y avoir besoin de mettre en place tout un système, toute une logique pour les retenir, leur permettre d'être totalement indépendants et d'être totalement neutres en fait dans ce qu'ils font. C'est la même chose que pour tes journalistes. Si ton délégué est payé par quelqu'un, vous inquiétez pas que c'est seulement dans ses meilleurs intérêts qu'il va travailler. Et non pas. D'ailleurs, je t'ai vu cet après-midi, Brice, avec tes petits tweets, et c'est la même chose en fait. Et c'est toute une ligne de métier qu'il va falloir récompenser et chérir si on veut faire vraiment. Plus que ça encore, c'est même je suis d'accord avec toi, c'est exactement comme la question des professeurs dans la société en fait, il faut penser. Il y a un double problème sur les professeurs pour moi.
Et désolé, c'est une parenthèse, mais vous allez comprendre tout de suite. Il y a le problème 1, qui est on les paye, mais d'une manière honteuse. On pourrait faire x2 sur leur salaire, ça commencerait à être décent par rapport à leur fonction sociale. Et il y a un problème numéro 2, qui est peut-être corrélé au premier ou qui est un peu indépendant, mais qui est socialement, culturellement, on méprise les professeurs. Et ça, c'est une honte. Une société qui ne respecte pas ses professeurs, on sait très bien qu'elle va nulle part. Et en fait, là, c'est le même problème qu'il y a sur ces fameux scripts pour moi. C'est-à-dire que déjà, qu'on les paye bien, ça serait une chose. Mais moi, je voudrais que culturellement, on reconnaisse leur valeur. C'est-à-dire que les communautés déjà disent merci à ces gars-là, les mettent en avant beaucoup plus, vraiment. Et on ait une culture de ces gars-là, c'est le jeu de la gouvernance, quoi. Et après, je pense, de toute façon, les deux vont les mains dans la main. Mais il y a vraiment, en effet, tout un travail de mémétique, presque, j'ai envie de dire, au-delà de la fondamentale technique, de, de faire imprimer que c'est une whale qui vote, c'est cool, mais il y a plein de whales débiles qui font des conneries toute la journée. Un gars qui sait écrire des proposals et organiser une discussion sur un protocole donné avec de l'expertise sur ce protocole, connaissance des membres les plus importants et ainsi de suite, ça, c'est une valeur potentiellement beaucoup plus importante qu'une whale qui sait faire 2 clics sur MetaMask, quoi. Surtout que la quantité de temps pour savoir, sans script, sans rien, tout ce qui se passe dans tous les protocoles dans lesquels la whale est investie, a le token, etc., c'est impossible. En fait, cette whale a juste aucune idée de ce qui peut se passer, même dans les dernières proposals. Et c'est littéralement ce qu'on a pu voir avec le DeFi Fund il y a quelques mois, où Très, là, très souvent. ouais, voilà, il va juste y avoir des votes dans un sens parce que oh, je vois beaucoup de oui, du coup, c'est que ça doit être bien, je vais voter oui de la même façon, et bam, j'envoie tous mes votes et je rajoute un petit pourcent vers le quorum, alors que tu n'as aucune idée de ce que c'est et que tu viens juste de signer pour donner les tokens de la trésorerie, pour faire n'importe quoi. Et s'il n'y a pas toute cette logique d'avoir quelqu'un en fait qui va travailler pour toi ou qui va travailler pour la communauté et qui est très informé et qui est capable de te rendre des comptes sur ce qui va se passer, ce pourquoi il va voter, on va aller nulle part en fait. Et on va juste avoir des gens qui vont arriver, qui vont extraire les thunes des grosses trésoreries comme celle du NI ou celle d'AV et au revoir. Le fameux banana stand. Mais c'est vrai que, Non, mais en ouais. Pardon, vas-y. Non, excuse-moi, je voulais juste rajouter sur ce que Valentin dit, parce que c'est des discussions qu'on a depuis très longtemps en interne. Le jour où Goldman Sachs, JP Morgan et tous ces grands comprennent ce que c'est que la gouvernance financière centralisée et qu'ils voient les trésoreries et l'argent qu'il y a, on va se faire piller. Aujourd'hui, on est littéralement en train de jouer avec nos joujoux. On est en train de créer peut-être la finance de demain, peut-être pas. Mais le jour, il y a des gens brillantissimes là-bas qui comprennent très très vite les choses. Et là, ils vont comprendre très vite. Le problème, c'est qu'on est des amateurs en termes de gouvernance. On a plein de failles et on ne sait pas se coordonner. Et on va avoir du mal à amasser des positions suffisantes pour avoir des positions défensives dans ces protocoles. Et nous, toute la raison pour laquelle on a commencé à créer Paladin, c'était de se dire il faut qu'on prépare les gouvernances de ces grands protocoles à un grand choc. Un choc qui va arriver, qui est celui de l'ouverture à la finance traditionnelle. Parce qu'il ne faut pas croire que la finance traditionnelle va juste utiliser les plateformes. Elle va vouloir en prendre le contrôle. Que ça soit de manière financière, que ça soit de manière en termes d'influence, ou que ça soit pour les copier et pour passer en finance traditionnelle. Il va se passer plein de choses. On est au tout début. Et la crypto en général, c'est un combat. C'est un combat contre la notion de souverainisme des États à certains degrés. C'est un combat contre la notion de finance traditionnelle avec des intermédiaires réglementés. Et c'est aussi un combat contre la plutocratie en général. Et donc en fait, chaque étape, en fait, ça fait un ennemi commun pour l'ensemble de la communauté. Et nous, la question, c'est quels sont les combats qu'on va choisir et est-ce qu'on va se laisser faire ou non. Une situation pareille, on l'a vu il y a 25 ans. Quand on a créé Internet et on s'est demandé un petit peu à quoi Internet allait ressembler. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de manière viable d'arriver à construire un Internet de la taille dans laquelle il est sans des grandes entreprises. Parce qu'en fait, il fallait poser du câble, parce qu'il fallait distribuer du hardware pour que les gens se mettent à l'utiliser, donc des ordinateurs, des téléphones. Aujourd'hui, tout ça, ça existe. Et en fait, la crypto, on a créé les rails financières et on a les fonds nécessaires pour arriver à développer ça sans en perdre la propriété, sans arriver à créer des énormes géants qui vont contrôler ce réseau-là. Mais ça n'arrivera que si l'ensemble des gens, nous qui votons ici, mais n'importe, tous les gens qui l'utilisent aujourd'hui, participent. C'est hyper important. C'est-à-dire votre droit, il a une valeur. C'est pas parce que vous êtes un petit porteur que vous n'avez pas de voix qu'on ne va pas vous entendre. Et en fait, si on n'y arrive pas, en fait, le système va mourir. Littéralement, ce qu'on est en train de créer aujourd'hui, ça ne pourra pas tenir dans la longueur. Donc en fait, la gouvernance, c'est pas juste une histoire de c'est marrant, il y a un jeu d'influence. En fait, c'est la survie de la finance décentralisée sur le moyen terme qui est en jeu. Ouais, j'aime beaucoup ce passage. C'est vrai que c'est extrêmement pertinent. Et puis, ça rejoint vraiment aussi, disons, un peu plus mon approche qui est,
bon, que vous gagnez de l'argent avec la DeFi, si vous suivez depuis un bout de temps, c'est cool, c'est chouette et c'est à peu près mécanique à ce stade. Mais vous l'aurez compris, le but, c'est surtout que vous compreniez ce que vous utilisez, parce qu'après, c'est vous, ces fameux squires, qui vont pouvoir un peu influencer les protocoles. Et en fait, j'ai envie de dire, Romain, quand tu parlais, ça me faisait penser que, en gros, Paladin Mature, c'est un peu le système immunitaire de la DeFi, d'une certaine manière, en termes de gouvernance. Alors aujourd'hui, quand on est sur le prêt de droit de vote, on n'aurait pas la prétention de faire ça. Ça serait très hypocrite. Mais c'est notre vision et c'est vraiment ce qu'on veut construire. C'est-à-dire sur le long terme, nous, ce qu'on est en train de préparer derrière la scène, en fait, c'est des mécanismes de coordination pour actionnaires minoritaires. Donc notre idée, c'est comment est-ce que tous ensemble, Communauté Défi de France, une sous-DAO, etc., on peut se coordonner très rapidement pour faire pousser des idées dans différentes DAO. Qu'en fait, tout ça, ça va devenir des grands champs de bataille. Donc en fait, plus on ouvre et plus on décentralise différentes solutions et différents projets, plus en fait, il va y avoir la possibilité d'aller taper dans la trésorerie, mais aussi en fait de rajouter une idéologie. Donc en fait, ça veut dire que quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, il va falloir être capable de se mobiliser rapidement pour arrêter ces votes. Je vais donner un exemple. Il y a des communs financiers qui sont en train de se créer, qui sont extrêmement puissants en défi. Je vais en citer deux, Gitcoin, et le tout nouveau qui rejoint la famille, c'est ENS. ENS viennent d'annoncer leur token. Si vous en avez, s'il vous plaît, ne le vendez pas. C'est extrêmement puissant. ENS, c'est probablement les liens, c'est l'hyperlien d'Ether. Ils ont une trésorerie très importante, parce que c'est un protocole qui est très rentable. Et il va y avoir des vraies questions qui vont se poser sur l'avenir de ENS, maintenant que c'est décentralisé. Et donc tous ces combats, ils vont avoir lieu non seulement d'un côté par les gros holders, les investisseurs, mais aussi par en fait l'ensemble des petites tribus qui vont se former entre actionnaires minoritaires. Et donc ça à nous c'est ce qu'on veut créer avec Paladin, d'arriver à les rassembler, de leur permettre d'avoir des cercles d'influence dans ces DAO. Tiens, tant que tu parlais de NS, j'ai vu qu'ils avaient un mécanisme de délégation, donc j'imagine, je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer, qu'on pourra les attendre assez d'ici peu sur Paladin, vu qu'a priori le token c'est semaine pro. Ça va être le même chemin que tous les autres tokens. Donc dès que ce sera disponible, je vais aller checker comment marche cette délégation-là. Est-ce qu'elle est... elle peut marcher dans le système qui est Paladin ou pas. Et par la suite, on commence les discussions, que ce soit avec notre communauté, avec la communauté ENS, etc. pour est-ce que ça peut devenir un token Paladin ou pas. J'ai vu quelqu'un qui posait une question dans le chat, Brice. Je me permets de la prendre. C'était sur les si on pensait pas qu'avec Paladin. Ouais. Exactement. Je pense que c'est une vraie question. Que c'est important de se la poser. Alors la première chose, et c'est pas une excuse pour qu'on soit Paladin ending, mais c'est que en fait le système de prêt droit de vote, il existe déjà de manière informelle. Aujourd'hui, sur Convex, les premières semaines de Votium, elles étaient très faibles pour une raison très simple, parce qu'en fait, il y a des protocoles qui, à la place de passer par Votium, en fait, ils ont appelé Tetranode, qui est une énorme whale, et qui l'ont dit, écoute, on te paye X, et en échange, tu votes pour nous. En fait, le problème, c'est qu'il y a toute une partie des bribes qui sont payées de manière informelle. Nous, ce qu'on veut, c'est les pousser on-chain pour qu'elles soient visibles. En fait, créer un système où c'est plus avantageux de le faire de manière on-chain que off-chain, et donc que ça soit visible par tous. Et donc, en fait, on redéfinit un peu la notion de corruption. Parce qu'en fait, c'est la corruption publique. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça de la corruption? C'est une question, hein. Je ne prétends pas avoir la réponse. Et j'adore cette réflexion parce que ça nous rappelle aussi un truc qu'on oublie souvent, DeFi, NFT, qu'importe, blablabla. N'oubliez pas que tout ça, à la base, c'est un mécanisme de comptabilité. Et ce genre de réflexion nous le rappelle, je pense, de manière très claire. Vas-y. Non, pas de souci. Du coup, est-ce que ça peut créer de la plutocratie? Ça peut permettre à des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de votes, d'en avoir plus. Ça ne peut pas te permettre d'acheter un droit de vote parce que ça serait extrêmement cher. En fait, il ne faut pas le voir comme un mécanisme de droit de vote quand toi tu en empruntes. C'est un mécanisme de levier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter du droit de vote avec du droit de vote. Donc, par exemple, tu as besoin de 100 000 votes comp token pour passer ta proposition, et ben en fait, tu vas en payer 5 000 ou 10 000. Donc, en fait, plus tu achètes un droit de vote, plus tu te dilues toi-même dans ton droit de vote. Et donc, en fait, tu sors du protocole. Donc, oui, tu peux gagner beaucoup d'argent. L'idée, c'est que ça va te coûter très, très, très cher si tu le fais. Et à noter qu'en fait, la plupart des protocoles que nous avons intégrés aujourd'hui, ils ont d'autres guardrails. Ils ont d'autres moyens de t'en empêcher. Le premier, c'est qu'ils ont souvent un droit de veto. AVA, le Guardian. Yearn, ils ont le White Chad. Compound, ils ont quelque chose qui s'appelle le Pose, je sais plus quoi, j'ai pas le nom exact. Uniswap n'en a pas en revanche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont tous des très très gros VC qui font que si un jour ils sont vraiment pas contents, ils les appellent et ils disent écoute, est-ce que tu peux voter contre ça?
Donc nous, on veut vraiment que ça soit quelque chose où en fait les gens ont une opportunité de gagner et idéalement ça soit leur permet de rajouter le vote qui manque pour passer le quorum ou pour passer le vote, mais vraiment ce qu'il faut. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'en fait on respecte toutes les règles de gouvernance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment qu'on respecte le snapshot. Donc tu ne peux pas acheter un vote pendant qu'il a lieu. Tu l'achètes avant qu'il soit mis on-chain. Donc ça veut dire que c'est pas une partie de ping-pong. Tu dois la préparer en avance, ta partie. Ça c'est une notion extrêmement importante qu'on ne fait pas encore assez aujourd'hui en gouvernance. Ouais, toute la Donc réflexion sur voilà. l'activisme. Ouais. Et je ne sais pas ce que c'est que Clairon en revanche, donc je ne peux pas répondre à la question de Ouais. Barabourg. T'es Cléros, Clairos. je voulais dire, oui. Ah, Ah, c'est hyper Ah. intéressant. Clairos a fait une conférence très intéressante à l'IFCC, il me semble que c'est Jimmy Ragosa qui l'a faite, et je vous encourage à la voir, sur la séparation des pouvoirs et créer des contre-pouvoirs dans les DAO. C'est des choses auxquelles on réfléchit, on n'a pas de réponse définitive pour être honnête, mais j'encourage toutes les DAO à essayer d'avoir des mécanismes de cette manière-là. L'idée étant qu'en fait, à la place d'avoir un White Shad ou un Guardian comme sur AV, tu as un autre contre-pouvoir plus indépendant qui fait cela. Et alors, petite question que moi je me posais tout à l'heure, on va voir ce qui est possible de répondre aussi. Mais en ce moment, moi j'ai un petit faible, disons, pour les trucs potentiellement. Alors, deux choses. Le unstoppable, ça vous le connaissez. Là, en l'occurrence, ce n'est pas possible, mais c'est pas grave. Ça dépend des moments et des situations. Et l'autre, c'est le côté trustless. Donc, c'est-à-dire, c'est pas forcément inarrêtable, mais n'importe qui peut utiliser le protocole sans avoir à demander la permission de l'équipe. Et notamment, c'est intéressant surtout, par exemple, un exemple concret, Fuse, un marché monétaire, donc, où n'importe qui peut arriver et créer une pool en mettant des tokens dedans qui correspondent à des critères donnés. Du moment qu'ils remplissent ces critères, alors ils deviennent empruntables sur la pool Fuse. Et donc ça permet de créer les premiers endroits où on peut emprunter sur des nouveaux tokens. Donc, c'est assez intéressant par rapport à ce niveau-là. Du coup, je me faisais la réflexion par rapport à Paladin. Donc, pour revenir à ça, Unstoppable, a priori, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir une gouvernance, il va y avoir des décisions à prendre et ainsi de suite, et c'est pas l'objet. Mais par contre, Trustless, est-ce que c'est envisageable? C'est-à-dire qu'à terme, dans une manière un peu self-service, quelqu'un puisse créer un marché Paladin du moment que le token en question correspond à certaines requirements, que ce soit liquidité ou autre. En fait, à partir du moment où on va mettre en place la gouvernance telle qu'on l'imagine en ce moment avec l'équipe, etc., on est en train de voir tous les petites composantes qu'on voudrait voir. Le système sera le même que Compound pour ajouter des nouveaux marchés. Donc en fait, ce sera plus avoir tous les outils pour créer la pool que l'on veut. Donc est-ce que je veux une pool de base, une pool qui peut farmer sur nos protocoles pendant ce temps-là? Comment marche le token et avec quel on a un système qui s'appelle un delegator, donc qui est le smart contract qui s'occupe de transférer le pouvoir de vote du contrat vers le wallet qui a fait le prêt et de la bonne façon, donc selon la bonne logique. Est-ce que c'est la délégation à la Uniswap? Est-ce que c'est la délégation à la AV? Est-ce que c'est que via Snapshot? Il y a toutes ces petites questions-là. Et après, ce sera le même chemin que pour le reste des autres changements au sein du protocole, c'est de demander à l'ensemble de la communauté Paladin, est-ce que ça vous intéresse d'avoir cette nouvelle pool qu'on est en train de créer et qui est sur le token, le tout nouveau token de n'importe quel protocole en ce moment et qui a vu que la délégation pouvait être intéressante pour eux. Ouais, ça fait du sens. Alors, pour revenir à un point de Romain tout à l'heure, parce qu'on n'en parle pas souvent sur les projets DeFi, mais tu as utilisé le mot idéologie. Et je trouve ça très intéressant, parce que pour la plupart des gens, c'est un gros mot. Je veux dire, typiquement, on opère souvent dans l'idée qu'il n'y a pas d'idéologie. C'est-à-dire, vous prenez la plupart des gens, vous leur demandez Le Monde, par exemple, ils vont dire Le Monde, c'est un média objectif, il n'y a pas d'idéologie. Sauf qu'en fait, là, on sait très bien ce qui se passe dans une opération pareille. Il y a une idéologie, c'est juste que c'est l'idéologie dominante, tellement dominante qu'elle devient en creux, et les gens réalisent même plus qu'elle est là. Mais elle est là. Du coup, j'ai l'impression qu'en DeFi, c'est exactement la même chose. Tout le monde est persuadé de faire des trucs apolitiques, et moi je fais juste des tuyaux, c'est pas mon problème, hein. Moi je fais des tuyaux, ça pète ou pas, ça fait ci ou ça. Non, moi je fais des tuyaux. Sauf qu'en fait, c'est du foutage de gueule, ça pour moi, on le sait très bien. Mais manifestement, ça passe encore. Et donc, en fait, je deviens de plus en plus hargneux par rapport à ça. J'ai utilisé ce mot-là parce que c'est vrai. Et j'ai envie de gens qui arrêtent de se foutre de notre gueule. Et en fait, même, je veux l'autre côté. Je veux le pire des idéologues, mais moi qui me dit quelle est son idéologie. Et ben, je respecterai plus que le gars qui prétend être objectif, neutre et pas idéologue, alors qu'en fait, c'est juste le pantin de l'ordre établi.
donc dans le monde classique, en DeFi, autre orientation. Donc du coup, avec cette notion d'idéologie mise sur la table, et j'ai envie de dire même sur le feu, concrètement, ça serait quoi l'idéologie de Paladin? Est-ce qu'on est déjà à ce stade-là, ou c'est vraiment quelque chose qui va être défini par la communauté? Et dans ce cas-là, vers quelle direction tu la vois potentiellement aller? Alors, ça va être proposé à la communauté en fait. On peut pas se permettre de la définir pour la communauté. Nous, en tant que société de développement du protocole, on a une idée. Tu as raison de dire que c'est idéologique, et j'ai vu dans les commentaires, c'est vrai, tout est politique. En fait, on se voile les yeux quand on prétend que c'est pas le cas. Et c'est une vraie question qui est compliquée pour nous, parce que de un, on est en train de créer un outil qu'on veut être absolument neutre, et de deux, en fait, c'est dangereux d'être politisé. C'est dangereux d'afficher une idéologie. Et même quand tu vas être le plus neutre possible, à partir du moment où tu écris, à partir du moment où tu interprètes, tout ce qui est une représentation du monde et qui n'est pas ce qu'on voit avec nos yeux, et encore ce qu'on voit avec nos yeux, c'est une interprétation, ça a une idéologie et c'est politisé de manière ou d'une autre derrière. C'est biaisé en fait. C'est ça le fond du problème. Donc bien sûr que nous, ce qu'on va faire et l'idée qu'on a de Paladin, elle est biaisée pour plein de raisons. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à avoir la voie la plus neutre possible. Et comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh bien, on décentralise. C'est pour ça qu'on décentralise. Tu décentralises pour que ça devienne neutre. Donc en fait, nous, on va sortir un white paper uniquement pour définir notre vision très précisément de ce qu'on veut faire. Et en fait, c'est la suivante. On veut démocratiser l'activisme. On veut que n'importe lequel des personnes qui ont envie de participer dans une gouvernance économique, donc ça va être une DAO ou à un long terme peut-être une entreprise, ait la possibilité de s'exprimer et d'être entendu, de trouver son audience. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'être capable de taper du pied et d'être entendu quand ça ne va pas. Il y a un livre qui est hyper intéressant qui s'appelle Exit and Loyalty. C'est écrit par Albert Hirschman. Et en fait, le principe, c'est qu'il y a deux mécanismes de montrer qu'on n'est pas content dans une entreprise. C'est soit quitter l'entreprise en tant que client ou en tant que salarié, soit manifester son mécontentement. En fait, c'est voter, c'est boycotter, c'est faire la grève, c'est des choses comme ça. Aujourd'hui, on n'est pas du tout à un niveau où on est capable de faire ça en finance décentralisée, alors qu'en fait, tout l'intérêt de la finance décentralisée, c'est qu'on est capable de faire ça. C'est qu'on puisse le faire. Donc nous, notre idéologie, c'est de donner un outil aux gens pour qu'ils manifestent leur mécontentement et pour qu'ils affichent leur opinion. C'est ça. Et quand on dit que c'est idéologique, il ne faut pas oublier que la crypto, c'est profondément anarchique à la base. Et donc le grand problème qu'on a par rapport à la finance traditionnelle, par rapport aux régulateurs, par rapport aux États avec lesquels on travaille, par exemple, nous on a un corps en France, c'est comment est-ce qu'on leur explique que ce qu'on est en train de faire, c'est bien pour la France, alors qu'en fait, sur le long terme, ça ne peut pas l'être uniquement. Ça, c'est quelque chose qui va aller plus loin que ça. Ce qu'on est en train de créer, c'est un outil pour tout le monde, pour l'utilisation de tout le monde et pour que tout le monde puisse être entendu. C'est ce qu'on veut faire. Je n'ai pas la prétention qu'on va y arriver, mais c'est ce sur quoi on verra longtemps. Et la raison pour laquelle on a fait une levée de fonds cet été, c'est parce qu'on se dit que c'est un problème sur plusieurs années et que le temps dont on a besoin pour arriver à la communauté qui va nous suivre, qui soit capable de travailler de manière autonome là-dessus, c'est 2 ans environ, peut-être 3 grand maximum. Donc c'est dans cette mentalité-là qu'on l'a fait. Nous, on a toute une série de solutions. Pour être tout à fait transparent, on a 3-4 dApps en développement actuellement. Autour de ça, en fait, derrière Paladin Lending, on va construire beaucoup de choses. Et nous, notre idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que vous, demain, quand vous n'aimez pas ce qui se passe dans Curve, quand vous n'aimez pas ce qui se passe dans AV, quand vous n'aimez pas ce qui se passe dans Danone même, comment est-ce que vous faites pour manifester votre mécontentement? Parce qu'aujourd'hui, vous avez de l'influence. Et vous connaissez plein de gens qui ont cette influence. Aujourd'hui, on est combien? On est 113, 112 sur le live stream. Il y a un pouvoir qui est non négligeable sur AV, par exemple. On vous a vu, bande de macaques, hein, quand on parle d'une API à 9000% et que la courbe de dépôt, elle fait comme ça après. Imaginez la même chose, mais sur le vote. C'est ça. Et en fait, il faut qu'on arrive. Vous avez beaucoup de chance parce que en fait, Brice, il parle beaucoup de flywheel, il parle beaucoup de gouvernance. Et en fait, c'est extrêmement important parce que ce qu'on a inventé aujourd'hui avec la crypto, c'est des manières de coordonner des gens et de leur donner intérêt d'adopter des modes des modes ou des décisions très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'en finance traditionnelle. Donc la finance traditionnelle ne peut pas suivre avec la finance décentralisée. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, ces flywheels, on les utilise uniquement pour attirer des dépôts aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passait si on les utilisait pour attirer des votes? Si on les utilisait pour attirer des propositions? Si on les utilisait pour créer des nouveaux protocoles? Et en fait, toute l'idée derrière Paladin, c'est créer des flywheels pour en fait pousser l'activisme au sein des gouvernances. Donc vous allez entendre beaucoup parler de nous sur les prochains mois, très honnête. Mais c'est l'idée de base. Non, mais... Et en plus, tiens, allez, parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps maintenant, mais pour ceux qui ne se souviennent pas, tu parlais du fait que c'est très dur d'influencer les gouvernances à l'heure d'aujourd'hui.
En effet, ça l'est. C'est-à-dire que moi, vous me connaissez via mon Twitch et tout ça, vous pensez peut-être que j'arrive à faire des trucs dans des gouvernances. Mais la réalité, c'est que mon impact dans les gouvernances est quasi nul, hein, si on veut être honnête. J'ai réussi à aider quelques projets que j'aimais bien, j'ai réussi à les connecter entre eux ou à faire que, c'est pas forcément à cause de moi, mais par exemple que Rai a arrêté d'utiliser Crime ou des choses comme ça, peut-être grâce à mes avis, ou, bref. Mais concrètement, il y a un épisode cet été où il y avait une proposition sur AV qui me semblait vraiment mal informée. Bon, il n'y en avait pas eu qu'une d'ailleurs, hein, Gauntlet et tout ça, bon, bref. Et j'ai décidé de mettre toute ma puissance de frappe, ou une grande partie de notre puissance de frappe à l'époque, pour l'influencer. Et en final, ça a donné lieu à beaucoup de blabla sur le forum de gouvernance. Et déjà, il a fallu pousser comme un fou pour juste avoir des réponses, hein. Les premiers messages étaient ignorés alors qu'ils étaient documentés. Et au final, ça a eu un impact quasi nul sur le vote. Le budget excessif est passé et la proposition a été à peine modifiée. Alors, est-ce qu'on aurait dû m'écouter ou pas? J'en sais rien. Mais ça vous montre juste que, en soi, il faut être vraiment bien implémenté en DeFi dans un protocole donné à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir influencer la gouvernance réellement. Et donc, moi, pour ça aussi que j'ai beaucoup raisonné avec Paladin. Parce que je me dis que dans un monde où il y aurait eu Paladin cet été, peut-être que j'aurais pu faire du bruit de manière beaucoup plus efficace et arriver à des impacts beaucoup plus concrets, qu'on aurait pu faire toute une idée à pousser les gens à déposer leur AV sur Paladin pour qu'après nous on les borrow pour pousser la proposale ou des choses comme ça. On aurait pu envisager des choses. En gros, ça nous aurait donné des outils pour structurer un peu notre petite Frog Nation et à arriver à faire quelque chose de concret contre ces VC. Oui. Ou d'autres. Non, mais c'est hyper important ce que tu es en train de dire. Je sais pas de quelle IP tu fais référence. L'extension du liquidity mining, pardon. Voilà, on peut en parler d'une autre qui est quand même très caractéristique, qui explique un peu tout ce qui se passe. Le Risk Assessment Framework Gauntlet. Exactement, de Gauntlet. On les a même rencontrés en personne. La plus grosse blague d'AV. Mais ça arrivait sur beaucoup d'autres protocoles. Alors, c'est Valentin qui me disait ça, je ne saurais plus sur quel protocole c'était, mais ils ont fait payer 1,5 million de dollars pour le Risk Assessment. Moi, je Donc, c'est récurrent. Racket. Ouais, mais eux, ils ont fait 2 millions par trimestre sur AV. Donc, ça fait 8 millions de dollars de revenus qu'ils font sur le dos des détenteurs AV. Donc, ma question, c'est pas de savoir si c'est légitime ou pas. On a demandé à des professionnels du secteur, on s'est rendu compte que c'était très largement au-dessus des prix du marché. En réalité, c'est une société qui a le monopole sur le secteur et qui est extrêmement bien connectée parce qu'elle a co-investi dans quasiment tous les protocoles de base. Exactement. Parce qu'objectivement, vous regardez le contrat, ils ont failli à leurs obligations. C'est-à-dire qu'on les paye 10 M par an pour faire du risk analysis sur AV. Je vous rappelle qu'un bug critique connu depuis 1 an vient d'être corrigé sur AV et que Gauntlet DAO n'avait a priori aucun report par rapport à ce risque. Donc typiquement, voilà, on les a payés pour rien, outre les autres décisions stupides qui ont été proposées. Pardon, tu disais, mais ça je suis très chauffé sur ce sujet-là. Oui, nous on ne prend pas parti, c'est pas l'idée, mais l'idée c'est de se dire que ces sociétés qui en fait ont compris qu'il y avait une énorme influence sur la gouvernance, et bien en fait sont en train de faire toute une grosse partie de leur chiffre d'affaires dessus. Et en fait là où ça devient vicieux, c'est que ce sont des entreprises qui n'ont pas levé d'argent, et le jour où des concurrents vont apparaître, et qu'il va falloir accélérer parce que les concurrents leur ont levé de l'argent, et bien ils vont lever à des sommes faramineuses parce qu'ils vont dire, regardez, on a 10, 20, 50 millions de dollars de revenus, de chiffre d'affaires, pardon, par an, qui viennent de ces choses-là. Et donc, en fait, ils vont lever sur des sommes faramineuses. Et ils auront une vitesse d'évolution qui sera absolument impossible à suivre pour des concurrents. Et donc, en fait, ces entreprises-là sont en train de créer un monopole via la gouvernance. Il y a une autre manière de voir la gouvernance qui est hyper intéressante, avec Curve, avec d'autres protocoles. C'est qu'aujourd'hui, on peut commencer à bootstrapper, en fait, beaucoup de tous les prérequis pour créer un protocole fonctionnel avec des DAO. Par exemple, quand j'ai assez de V-Curve, ou quand je contrôle assez de V-Curve, je peux bootstrapper un liquidity mining sur ma paire de stablecoin, ou pas que de stablecoin, puisqu'apparemment Curve est en train de se déployer avec la V2 sur d'autres paires. Donc ça veut dire qu'en fait, si je contrôle beaucoup de Curve, eh bien, je peux créer n'importe quel token et lui donner du liquidity mining qui va faire qu'il va attirer des gens et qui va faire que je vais avoir de la profondeur sur mon liquidity mining. Il y a des protocoles comme Tokema qui font la même chose pour la profondeur de liquidité. Donc en fait, de manière automatique, tu peux obtenir beaucoup de millions de dollars de liquidité juste par le pouvoir de vote que tu as de Tokemak. Et on va voir ça dans plus en plus de différentes catégories. Par exemple, si tu acceptes un VC ou que tu as mis avec une whale sur AV, et ben en fait ton token sera beaucoup plus facilement accepté sur AV, et donc et ben en fait tu pourras l'utiliser en collatéral. Et donc ça donne un intérêt beaucoup plus important aux gens de l'utiliser. Donc en fait, l'idée de la gouvernance, c'est que sur le long terme, ça va aussi permettre d'augmenter extrêmement rapidement la vitesse de composabilité de certains actifs dans le reste de l'écosystème.
Et donc, tu vas avoir des gens qui vont devenir des kingmakers. Mhm. Il y a notamment des fonds d'investissement qui sont en train de devenir des faiseurs de rois parce qu'ils ont des parts conséquentes de gros protocoles, par exemple AV, par exemple Curve, par exemple à l'avenir, je pense Tokamak. Et en fait, le fait d'avoir ces parts-là, ça te permet en fait d'aller voir un protocole et de dire écoute, si j'investis dans toi, tu seras le leader du marché automatiquement. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'en fait, la gouvernance, c'est pas seulement une arme d'influence, etc., de modification des paramètres, voire d'acquisition de services. C'est en train de devenir une arme de création des gagnants, en fait, de cette course. Ouais, après, là, c'est un peu les réflexions. Pourquoi vous pensez que on a autant de billionnaires qui investissent dans des médias qui ne génèrent aucun sou parce que c'est des outils d'influence. C'est un peu le même genre de réflexion, là. Comme tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une très grosse proposition de valeur. C'est un fonds. Tu arrives, je sais pas, il y a un nouveau DEX qui se lance et qui a son token. Tu lui dis, bah, coucou, moi, je te le mets en collatéral AV parce que j'ai 5% de leur puissance de vote. Ton stable, bah, il va être avec une belle pool de liquidité curve parce que j'ai X% de la puissance de vote là-bas. J'ai du Tokamak, donc je vais pouvoir diriger de la liquidité vers tes poules. Ainsi. Et vous voyez qu'en gros, vous arrivez à créer un truc vertueux où bah, le token, potentiellement, en quelques semaines après sa mise en service, il peut se retrouver déjà bien irrigué et connecté à toute la DeFi, juste par cette influence qui existait. Donc. Alors, ça c'est déjà un bon tour, donc on est à 90 minutes. Je ne sais pas si on a, au niveau de Paladin en lui-même, déjà on va partir de là. Est-ce que on a été assez exhaustif? Alors, on n'est pas non plus rentré dans tout le détail, je vous laisse la doc pour aller voir comment ça marche au niveau des contrats, mais c'est assez clair, et c'est pas non plus des contrats, un mécanisme très compliqué, que c'est pas une grosse infra, mais peut-être tu veux nous en faire un petit tour, Valentin? Bien sûr, oui. Du coup, comment marche notre système au niveau des contrats? C'est assez proche de l'architecture que tu peux trouver sur Compound, c'est-à-dire qu'on va avoir chaque pool, chaque marché qui va être indépendant, et encore plus indépendant que ce qui est Compound, vu qu'on n'a pas besoin d'avoir un collatéral pour faire son prêt, etc. Donc là, chaque pool travaillera de son côté, et il y a un contrôleur qui s'occupe de tout gérer, de l'ensemble de l'écosystème et de s'assurer que tout fonctionne correctement, et pourquoi pas plus tard d'avoir 2-3 autres fonctionnalités communes à toutes les poules. Comme le contrôleur. Des fonctionnalités. On a par la suite des modules que les poules vont pouvoir utiliser. Donc il y en a plusieurs. Donc, l'Interest Module, qui est pour l'instant le même utilisé par toutes les poules, mais qui lui aussi est composable. Donc on va avoir donc l'Interest qui s'occupe de checker combien est emprunté sur la pool, et donc de vous donner pour l'instant le rate à laquelle vous allez borrow, donc emprunter le pouvoir de vote, et combien vous allez devoir payer chaque jour pour ce pouvoir de vote, etc. Et il y a aussi les multipliers qui sont utilisés par l'Interest Module, et c'est ce petit système-là qui sert à calculer si est-ce que votre prêt est l'ensemble des prêts faits au sein des pools paladins qui découlent de la même gouvernance. Donc par exemple, AV et Stack AV sont comptés ensemble. Est-ce que tous ces prêts-là montrent qu'il y a, par exemple, on arrive au proposal threshold, ou est-ce qu'on arrive au quorum, etc. Et donc va augmenter le prix et donc l'intérêt de base, pour s'assurer qu'on n'a pas un acteur qui arrive avec un seul ou plusieurs wallets et emprunte au sein de Paladin, de quoi juste pousser son petit vote lui-même, et que le fait que la pool soit assez grande, il puisse juste le pousser et payer genre 10% d'intérêt. Non, donc là on cherche à avoir un système où c'est quasiment impossible, à part de vouloir payer quasiment autant que le pouvoir de vote que tu as pris. Donc ça revient au même d'acheter directement le token si tu veux pousser le vote toi-même. Et le dernier petit module, c'est le délégateur. Et donc ça, c'est le petit morceau de contrat qui a la logique de comment déléguer le pouvoir de vote à une adresse. Donc ce qui se passe quand vous allez emprunter sur Paladin, c'est que on vous demande de payer les fees en avance. Donc combien de temps vous souhaitez emprunter, disons 2 semaines, et quel montant. Ce montant-là et les fees que vous allez payer en avance vont être envoyés à un nouveau petit contrat, donc les Pal Loans, et la Pal Loan va utiliser ces délégateurs-là, en fait, et ce sont juste des clones de ces délégateurs qui vont s'occuper de vous envoyer donc le montant en pouvoir de vote que vous avez demandé. Et le petit bonus avec ce système-là, c'est que les fees que vous avez payés, donc par exemple pour emprunter les 10 000 unis, vous en avez payé 500, et ben vous allez recevoir 10 000 et 500 en termes de pouvoir de vote, vu que les fees sont dans le même contrat, histoire d'avoir toujours le pouvoir de vote que vous avez mis en
en avance. Et tous les fees qui n'ont pas été utilisés quand vous allez fermer la loan seront renvoyés par le système. Donc si à la fin de la semaine, il y a 300 de vos 500 uniques qui ont été utilisés et que vous décidez de rendre la loan à la pool, les 200 uniques qui n'ont pas été utilisés vous seront rendus, bien sûr. Donc en fait, on peut avoir un système qui n'a pas besoin de collatéral, mais qui joue avec un système de fees et avec un système d'intérêt qui va s'adapter à la popularité de la pool, à l'utilisation et à où on en est par rapport à certaines valeurs clés du système de gouvernance pour décider combien de temps vous allez pouvoir garder votre pouvoir de vote. C'est top. Alors, je sais pas si vous avez vu le live il y a une semaine ou deux, on est des pros maintenant sur les marchés monétaires et sur toutes les différentes subtilités de le frais qui est payé avant, pendant, après, quand tu rembourses, qu'importe. Donc là, juste pour être explicite, celui qui emprunte de la capacité de gouvernance, il paye un frais qui est donc déterminé en amont, fixe, et il le paye au moment où il emprunte, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, on utilise un petit calcul. Donc, quel sera le borrow rate oui, voilà, le rate à laquelle vous allez devoir payer en comptant votre prêt directement. Donc, histoire que quand vous allez emprunter un gros morceau, d'un coup, vous voyez pas l'APR sur le borrow augmenter d'un coup et au final, ce que vous pensiez être 2 semaines ne devient plus que 4 jours. Mais du coup, c'est fait comme ça et le calcul est fait. Donc, combien de temps je pense avoir besoin de pouvoir de vote et combien et j'en ai besoin. Et à ce moment-là, il y a une estimation de combien de tokens vous allez avoir à payer en avance. Et par la suite, vous avez une possibilité de rajouter des fees. Il n'est pas possible d'augmenter combien de tokens sont placés dans la loan et donc combien de pouvoir de vote est déjà fait. Ça va nécessiter une deuxième loan à côté. Mais par contre, il est toujours possible de rajouter des fees dans une loan qui est déjà existante pour éviter qu'elle se fasse kill. Parce que quand toutes les fees que vous avez mis en avance vont avoir été utilisées, le système va donc fermer la loan et renvoyer les tokens dans la pool à votre place. Et j'avais un deuxième truc que j'ai oublié. C'est déjà intéressant ça, mine de rien, parce que c'est ce genre de subtilité moi, que je trouve très importante. Parce que là, si on interprète un peu, on comprend donc prédictabilité du coût d'emprunt. Et ça, c'est pas le cas sur les autres mécanismes similaires, puisque vous payez un taux d'emprunt variable sur des tokens qui varie en fonction de leur utilisation et donc par nature imprédictible. À moins que je me trompe. Non, c'est ça, ouais. Donc il va y avoir aussi tout un nouveau jeu au sein de Paladin. On l'a pas encore vu arriver, mais parce qu'on n'a pas encore atteint le point critique où les poules sont intéressantes pour qu'il y ait assez de gros votes qui soient faits, que ce soit vraiment utilisé au sein d'une proposal sur Uni ou sur AV, par exemple. Mais à partir d'un certain moment, comme Romain vous l'a expliqué plus tôt, vous avez besoin d'emprunter sur Paladin avant que la snapshot et que le vote commence, sinon ce sera pas valable. Mais ce qui peut arriver aussi, c'est que vu que la personne en face a fait son petit prêt sur Paladin, vous allez pouvoir vous emprunter, même si vous ne chopez pas le pouvoir de vote, vous allez juste augmenter combien de fees il est obligé de payer de façon journalière pour son prêt Paladin. Et donc raccourcir au fur et à mesure le temps à laquelle il va devoir garder son pouvoir de vote. Et dans le cas où c'est la personne qui propose, on a déjà eu l'exemple il n'y a pas longtemps sur Uniswap, je crois que c'était parce que quelqu'un avait emprunté le pouvoir chez Index, enfin, avait reçu la délégation chez Index via la gouvernance. Si vous ne gardez pas votre pouvoir de vote au-dessus du proposal threshold tout le long de la proposition, et que vous passez en dessous, n'importe qui peut arriver, juste cliquer sur le bouton cancel la proposal et au revoir. Et petite chose à côté aussi, c'est ça que j'ai oublié sur les fees. Pour l'instant, Paladin a un système où il y a un temps minimum un minimum de fees à payer, donc qui est de une semaine de fees au rate actuel. Cette valeur peut changer selon la pool, selon la gouvernance, etc. Mais ça permet de s'assurer que quelqu'un va pas juste emprunter sur quelques blocs et obtenir un pouvoir de vote phénoménal sans aucun downside. Et aussi, vu qu'on a un système actuellement qui permettrait de déléguer sur les tokens qui sont sur Snapshot, et ça évite les flash on sur les propositions sur les propositions qui sont sur Snapshot. Donc, il y a vraiment, ça revient dans la logique qu'on veut que les utilisateurs pensent à l'avance à ce qu'ils vont faire au sein de la gouvernance et avec leur proposal, avec leur pouvoir de vote. Tu arrives sur Paladin avec une idée de combien de temps tu as besoin de ton pouvoir de vote, combien il t'en faut pour arriver au threshold, ou alors est-ce que tu as envie d'avoir une centaine de milliers de votes en plus parce que tu sens que la proposal va être disputée, etc.
et de toujours tout préparer en amont et de s'assurer d'avoir un budget au cas où le prix de ton prêt de pouvoir de vote commence à augmenter. C'est là où on se dit que le branding aussi est plutôt bien choisi au final, parce que tu viens sur Paladin pour préparer ta petite croisade, et après tu y vas tranquillement. Alors croisade ou campagne, puisque est-ce qu'on accepte l'idée qu'il y ait de l'idéologie là-dedans ou pas. Mais c'est vrai que c'est très motivant au niveau de la vision sur le projet, ça. Alors, Romain, tu m'avais parlé, parce que dans le chat on a eu quelques gens qui ont demandé pour le POAP. Il n'y a pas de POAP, désolé, parce que je me suis fait têche de leur système Discord, il faut que je vois avec eux. Je crois qu'ils ont un problème avec leur bot. Mais tu m'avais parlé, toi, du coup, peut-être de NFT. Alors, Ouais, alors, pour les POAP, en fait, ils ont un problème avec les chasseurs de POAP. Donc, en fait, ils ont fait un gros clean-up. On a eu le même problème. On a fait un petit NFT pour ce live. On a pensé à tout le monde qui est venu nous écouter, entre guillemets, souffrir pour parler de gouvernance pendant quasiment 2 heures déjà. Donc on a un NFT qu'on a imprimé en 5 fois et qu'on va donner aux gens qui ont participé au live. Alors je sais pas quels sont tes modes de sélection. En haut, si, j'ai un truc qui est déjà built-in. Alors attends, c'est juste... je sais plus les mots-clés. On leur enverra dès que le gaz sera... Ouais, ça, la livraison, ça peut se faire plus tard. Attends, je crois que c'est Gcreate, un truc comme ça. Ah non, c'est Giveaway Open, c'est bon. C'est pas la même chose sur Discord. Giveaway Open, et on va mettre Paladin. C'est bien, mais en plus, les NFT, au-delà de donner juste une œuvre d'art, nous, ça nous permet d'avoir les adresses des gens qui sont intéressés par Paladin, qui sont prêts à écouter des live streams de 90 minutes, comme qui viennent au community call avec les POAP. Hein. C'est ça. En fait, ça te donne une adresse, ça te permet de créer ta user base, hein, c'est des choses qu'on oublie. Du coup, là, il y a 5 gagnants, tu me dis, c'est ça? Ouais, c'est ça, on a 5, on va en minter 5. Top. Bah, du coup, je vous laisse mettre dans le chat, et après, on ferme et on tire 5 fois. Ouais, j'en profite d'ailleurs, s'il y a des artistes parmi vous, nous, on fait beaucoup de collaborations avec des artistes, où on travaille avec eux et on les aide à faire une interprétation, on les paye littéralement pour faire une interprétation d'un token, de Paladin. Et donc, quand ils font leur interprétation, et bah du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est que on mint le NFT en 5 exemplaires en général, et en fait, on redirige les fees, en général 5%, aux créateurs. Et on a fait ça beaucoup avec des créateurs qui sont pas du tout dans le monde des NFT. Donc là, c'est Bertrand Esquèche, il me semble, l'artiste derrière ça, qui est un grand auteur de BD français. Donc, on a fait une petite collab avec lui, ça lui permet de rentrer dans l'univers des NFT. Un autre red pill. En plus, ils sont... Alors, je sais pas, est-ce que c'est un avec... J'imagine que c'est un avec vos petits paladins qui sont trop stylés, là? Alors, il me semble que je te l'ai envoyé juste avant. Ouais. C'est pas les petits paladins. Alors, de manière très surprenante, l'artiste derrière ces petits paladins trop stylés, c'est Valentin. Valentin des calendriers. C'est Valentin. Non, on a déjà eu le pali de base, donc qui est notre petite mascotte, et ça arrive en réunion quand je m'ennuie de juste changer les couleurs qu'il compose pour l'adapter aux différents protocoles ou à la conférence à Lisbonne. Donc, oui. c'est ça. C'est encore un art différent. On a eu vraiment des artistes qui ont fait des trucs très stylés autour de l'image qui était Paladin et Pali. Sinon, tu nous fais un shield token redeemable pour le bouclier que tu as derrière toi. Là, je pense que c'est Unisox level. Hein. Le problème, c'est que ça va... Je sais pas, faut qu'on y réfléchisse. Après, vous allez voir, en com, il y a beaucoup de choses qui vont pousser à évoluer. Et notamment, on est en train de créer quelque chose qui s'appelle le Paliverse. Qui est tout simplement... en fait, il y a une histoire derrière tout ce qu'on est en train de créer. Comme tu as dit, Paladin, c'est un univers important. On pense que ça correspond beaucoup avec le principe de gouvernance, parce que les gouvernances, et notamment les votes, c'est plus des champs de bataille. Donc il y a des notions de protection, il y a des notions d'attaque, il y a des notions de création de citadelles. Il y a toutes ces notions-là. En fait, c'est un MMO géant, la gouvernance, et on ne le voit pas encore. Et nous, quand on parle du jeu de la gouvernance, c'est comment est-ce qu'on fait pour cristalliser et créer une interface pour ce jeu de la gouvernance. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. On est en train de créer des outils, on est en train de créer de quoi comprendre tout cela. Et en fait, derrière ce qu'on veut faire, notamment avec des NFT, c'est permettre en fait aux gens d'avoir un petit peu, je ne vais pas dire des cartes de profil, mais c'est en fait d'être capable de se comprendre. Par exemple, toutes les petits paladins que vous avez vus pour chaque gouvernance dont Valentin parlait, et je n'irai pas plus loin que ça, c'est ce qu'on appelle des incarnations.
Mhm. En fait, elles incarnent chaque protocole. Voilà. Ah Et, oui, il y a tellement de choses à faire. Ah, mais et pour être honnête, on fait beaucoup de choses, hein. C'est pour ça qu'on va raccrocher ce live et on saute dans une autre réunion et après on va C'est continuer à reparti. coder. Mais ce qui est compliqué par rapport à d'autres protocoles traditionnels, notamment financiers, c'est que Paladin, c'est pas un protocole, on va créer un truc et on va s'arrêter. En fait, on a une roadmap sur le très long terme sur plein de choses qu'on aimerait sortir. Et au-delà de ça, on veut que ça soit de caractère très composable pour que n'importe quel autre protocole ou n'importe quel membre de nos DAO puisse construire dessus, puisse en extraire de la valeur. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à créer un univers où les gens vont participer dans la gouvernance et où ils ont envie de participer dans la gouvernance. Donc c'est le Ready Player One, mais de la gouvernance. C'est bienvenue dans le jeu maintenant. Game Vous on. êtes un joueur, vous allez pouvoir gagner. Exactement, c'est l'idée. Allez, et ben game on, hop, on ferme le giveaway. Et du coup, 5 tirages, c'est parti. Alors pour les gagnants, comme d'hab, Ouais, envoyez-moi un DM sur Twitch, je crois que c'est le plus simple, c'est pas la folie, mais je vais faire avec. Et je vais noter votre nom. Donc on est parti. Premier draw, c'est Tiganov. Tiganov. Bravo à toi. Deuxième draw, Mr. Nice Token. Hop. Troisième. Désolé, c'est un peu redondant, ça se trouve, il y a moyen d'en tirer 5, mais je fais le point. Otherbright, ah stylé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Otherbright, c'est John. C'est un peu le chef édito des newsletters françaises. Il est impliqué dans à peu près toutes les newsletters. En fait, oui, dans toutes les newsletters que vous avez en français. Il aide énormément pour les traductions, coordonner le travail de tous les gars qui travaillent là-dessus aussi. Donc, ça fait grand plaisir quand ça tombe sur un gars comme ça de dire « Ah ben, bête !» Et maintenant, on a Charles. Mais il est... Donc, Charles, qui est un des scripts de DeFi France et qui contribue aussi énormément. Ça fait trop plaisir. Et le petit dernier, OX Mirac. Hop là. Donc, juste pour reprendre, on a 5 gagnants. Tiganov, Monsieur Nice Token, Otherbright, Charles 5330 et OX Mirac. Donc bravo à vous 5. J'en connais quelques-uns. Donc Otherbright et Charles, c'est bon, je sais où vous trouvez. Ça devrait pas être trop dur. Pour les autres, envoyez-moi un DM sur Twitch. Et comme ça, je vous retrouve. Sachant que moi, dans cette histoire-là, je vais juste collecter les adresses en soi, ou alors même... Ouais, je sais pas, c'est un peu ouf. En gros, je vais juste envoyer les adresses pour que Romain vous les envoie. À la rigueur, si vraiment vous voulez pas me donner votre adresse pour X ou Y raison, vous pouvez l'envoyer à Romain directement, mais j'aimerais bien minimiser un peu le travail qui tombe de ce côté, vu que c'est déjà un cadeau qu'ils vous font. Ouais, et il y a beaucoup d'autres NFT si vous venez nous rejoindre. On a encore 3 en stock et on en a encore 2 ou 3 qui sont en cours de création. Donc un qui est très très spécial. Ah bon, on espère. Ah là là. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions qui devraient être répondues? Sinon, on va devoir pas trop tarder avec Valentin non plus. Ah non, c'est ça, j'allais presque vous libérer. On va laisser peut-être une petite minute ou deux au chat pour s'ils ont des dernières questions. En tout cas, moi, je veux déjà vous dire merci parce que c'était cool, c'était très instructif. Et franchement, ouais, c'est plaisant de vous avoir eu tous les deux en même temps, quoi. Ça, je pense que c'était vraiment assez équilibré. On s'est pas trop perdu dans c'est quoi ta sauce avec les contrats, et on s'est pas trop perdu non plus dans c'est quoi ta mission, quoi. C'était un bon équilibre des deux. Donc merci. Ah bah, je serais pas capable de faire un truc qualitatif. En tout cas, moi, je serais pas capable de faire un truc qualitatif sans Valentin, hein. Sinon, je vais avoir l'impression de vendre du toc, hein. On s'est rencontrés pendant un hackathon il y a un peu moins d'1 an. Et ça a donné beaucoup de concret aux idées qu'on avait à la base. Parce qu'en fait, tu as beau vouloir devenir dev, en fait, c'est un vrai métier à part et c'est pas facile de s'y mettre vraiment et de le faire bien. Clairement. Donc voilà, mais écoutez, merci beaucoup. J'espère qu'on vous a redpilé un petit peu sur le sujet de la gouvernance. C'est hyper important. Ça va le devenir de plus en plus. Et en fait, je pense que dans quelques années, vous regarderez avec du recul et vous direz ah mais en fait, on le voyait déjà à ce moment-là. Et en fait, vous avez beaucoup de chance d'avoir des streams de la part de Brice qui insiste beaucoup et qui est même parfois grognon là-dessus. Il a raison parce qu'en fait, c'est un sujet qui est très sous-estimé. Et en fait, dans quelques années, on va se regarder avec du recul et on va se dire mais pourquoi on le faisait pas assez? 1000%. Et c'est d'autant plus vrai, même en finance traditionnelle, hein, quand on a fait des reproches à Tesla, à Google, à Facebook, ce sont des entreprises cotées en bourse. N'importe lequel d'entre nous peuvent devenir des actionnaires et ont le pouvoir de faire des demandes pour changer la vision stratégique de la société. Et on le fait pas.
On le fait pas parce qu'on a peur, on le fait pas parce qu'on sait pas qu'on peut le faire, et on le fait pas parce qu'on n'a pas envie de faire l'effort. Mais en fait, à un moment, et c'est là où on dit que c'est idéologique, c'est pas juste suffisant d'écrire des articles, de se dire j'arrête d'utiliser l'outil, parce que parfois l'outil est très pratique. C'est l'idée de se dire il faut qu'on change cet outil pour qu'il devienne plus qualitatif. J'aime beaucoup Et cette nous, conclusion. Pardon, je croyais que t'avais fini. je me finissais là-dessus, c'est ça, il faut qu'on apprenne à participer. Ouais, mais putain, du coup, je me suis perdu en route. Désolé pour la structure. J'avais un mot de la fin magnifique et il m'a échappé. Ah si, bah tiens, si pour conclure par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et une petite conclusion marrante. Donc on vous a parlé de NS qui arrive, et on vous a parlé d'une situation qui est là. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'heure d'aujourd'hui? On a des gros acteurs, VC ou autres, qui sont en train d'essayer de saisir les moyens de production, littéralement, au niveau de la DeFi. Et avec un airdrop comme ENS, c'est littéralement votre... Je vais être violent, hein, c'est un QI test. Toute personne qui dump, pour moi, faille ce test. Ou en tout cas, c'est un test de compréhension de la DeFi. Parce que si vous dumpez cet airdrop, ça vient à, en gros, in fine, donner son pouvoir à ces acteurs-là. Alors qu'un holder, a priori, si le mécanisme de distribution est bien foutu, qu'il n'y a pas eu de gaming et tout ça, c'est un utilisateur à peu près unique sur Ethereum. Bref, c'est une très bonne distribution initiale si elle est bien faite. Donc, vous voyez l'objet. Et alors là, c'est parce que je suis un peu troll, mais je pense que les gars qui dumpent leur airdrop ELS à la sortie, on va bien se foutre de leur gueule dans même pas 6 mois, 1 an, parce que ça sera la décision aussi la plus pitoyable à faire d'un point de vue économique. Mais ça, c'est mon avis, c'est pas un conseil en investissement. Pensez plus au long terme, quoi. Pourquoi drop le token alors qu'il y a peut-être un protocole qui penserait à vous offrir une yield dessus, quoi. On ne sait pas trop. C'est littéralement, vous pouvez avoir une part de DNS. DNS, c'est un truc fondamental pour Internet. Là, vous avez une part de l'équivalent de ça sur Ethereum. En l'occurrence, DNS, c'est un truc centralisé, blablabla, bon, avec les limites de ce système-là. Donc, personne ne peut le posséder. Mais là, voilà, une part de DNS, moi, ça me semble pertinent. Ça, c'est mon objet. Et c'était juste pour voilà, vous faire réfléchir sur cette logique long terme de... En fait, que vous développiez une pensée politique en DeFi. Parce que c'est politique ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Et donc voilà, je pense que ça peut être le mot de la fin. Je remercie encore Romain et Valentin. Et puis on se retrouve quand vous voulez, quand vous avez cassé bien la baraque avec des releases de partout et qu'on a besoin de faire marathon section 2 parce qu'il y a 3 convexes qui se sont construits sur Paladin et qu'il faut expliquer tout ça aux normies. Non, mais je pense qu'on peut prendre le défi. D'ici 6 mois, 1 an, on aura des conversations qui sont très différentes et on n'aura pas du tout le même nombre de personnes qui seront là, au sens où, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont arriver à gagner leur vie peu à peu. Ah, étonnamment, c'était pas encore arrivé. Moi, personnellement, et Valentin aussi, on a... Non, mais c'est important. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités dans ce secteur-là et elles sont beaucoup sous-estimées. Je pense qu'il y en a beaucoup qui viendront par la gouvernance. Oui, toutes les portes, chaque nouvelle porte qui se développe, c'est une nouvelle méthode d'accès. Et après, je pense que ça élargit un peu le cercle, quoi. Bref, du coup, merci encore. On se retrouve, nous, vous, l'audience, pour un live mardi prochain où je vous rappelle que c'est Pierrick de Pool Together, donc autre super projet avec des Frenchies. Et je finis là-dessus, allez, promis, on finit vraiment. Il y aura un tirage communautaire Pool Together, puisque je vous rappelle que depuis hier, on joue ensemble à Pool Together. C'est-à-dire que j'ai mis initialement $500 dans Pool Together, avec une règle simple, c'est qu'on tire toutes les 2 semaines, et moitié repartent dans la pool, moitié sont distribués pour vous en giveaway sur le stream. En fait, j'ai refait les maths après, je me suis rendu compte que c'était une bonne idée, mais que ça manquait un 0 pour que ça soit sympa. Donc j'ai rajouté le 0, et après on se retrouve au marathon Pool Together, donc, avec, alors c'est des gains de loterie, donc ça va varier, mais la moyenne, ça devrait être dans les $250 de gains, donc 125 à distribuer, ça commence à faire un truc sympa, on verra comment ça se passe. Mais voilà, pour un peu faire de la DeFi ensemble et vous montrer comment tout ça marche. Donc à la semaine prochaine pour Pool Together, et en attendant, faites de la DeFi, apprenez des choses, et surtout, ne pas capituler face au VC. Allez, passez une bonne soirée.